Bonsoir la famille, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à tout de suite et bon visionnage à vous, d'accord? Stabilité et sécurité qu'il y a autour de tous ces pays-là, que ce soit du côté du nord du Togo ou du côté du nord du Bénin, on voit très bien que d'un point de vue sécurité, ça risque d'être très compliqué. Là où j'ai un bémol vis-à-vis des pays de l'AES, c'est-à-dire aujourd'hui, soit on prend des actions fermes et on va jusqu'au bout. C'est-à-dire, oui, ils ont décidé d'avoir une sorte de souveraineté. Mais moi, j'estime que au-delà de tout, la souveraineté économique monétaire est quelque chose de primordial. C'est la priorité et inconditionnelle pour moi pour le développement d'une nation. Et pour Monsieur ma part, Bourreau, des actions fermes, l'AES, on fait pas mal des actions fermes. Vous prenez l'exemple qu'ils ont fait avec la compagnie Air France, là, c'est ferme. Ils n'arrêtent pas d'en faire, eux. Monsieur Obosso, c'est ce que j'ai dit qui compte pas ce que vous comprenez. J'ai dit, si on veut une souveraineté totale, la souveraineté prioritaire, c'est la souveraineté monétaire. Et pour ma part, là où j'ai un bémol avec ces pays, c'est-à-dire que de rester encore dans le franc CFA jusqu'aujourd'hui, je trouve cela handicapant pour le discours qui est le leur. C'est ce que je suis en train de dire. S'ils veulent réellement, d'ailleurs, je me pose beaucoup de questions sur, c'est pour cela que je voulais interpeller monsieur Valentin tout à l'heure, le lien qu'il y a entre le franc CFA et la CEDEAO, aussi, il arrive à m'en sortir le lien, et pour qu'on en arrive à savoir ce qu'il a compris de cette histoire de monnaie. Mais en réalité, dans le concret, je pense même pas que la CEDEAO a quelque chose de concret avec le franc CFA. C'est juste qu'ils partagent une coopération monétaire entre tous ces pays, ce qui fait que effectivement le CFA entre en compte. Mais en réalité, le CFA n'est pas quelque chose de la CEDEAO, non. C'est une institution complètement à part. Donc, du coup, la question que je me pose aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons effectivement, c'est très louable et très courageux, de sortir toutes ces bases françaises qui sont en train de nous malmener depuis très longtemps dans ces pays-là. Mais ce qui est et qu'il faut faire au-delà de ça, c'est de sortir de franc CFA. Et pour ma part, je reste sur mes fins et qu'on n'arrive pas à le faire depuis qu'ils sont plus ou moins en train de parler. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans. Je prends les trois réunis, hein, un peu plus de 2 ans qu'on est en train de se chamailler sur cette question. La seule manière pour aller inciter les autres pays, parce que qu'on le veuille ou non, les 3 pays-là ne pourront pas éternellement exister sans les pays qui le sont géographiquement liés. C'est impossible. Je ne sais pas. En tout cas, sur le long terme, je ne vois pas comment ils existeront avec ces pays-là qui les entourent et qui ne seront pas dans la même vision qu'eux. Mais moi, je pense que si ils veulent réellement aller les inciter à venir de leur côté, parce que on voit très bien les actions concrètes qu'ils posent, ces pays de l'AES, tant qu'ils ne sortiront pas de ce programme monétaire-là ou de ce franc CFA-là, je ne pense pas qu'il y en aura un seul qui pourra dire, bon, on est prêt à vous rejoindre. Maestro Medusa, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes en Dieu. Eh ben, allez-y, réagissez par rapport à tout ce que vous avez entendu. Oui, je suis en Dieu parce qu'il y a eu une campagne de signalement contre mes comptes depuis un moment déjà. C'est incroyable. Et ils veulent pas cesser, il n'y a pas un moment donné, il y a des trêves même pendant la guerre, non? Non, hier, avant-hier, ce matin, plus avant-hier encore. Incroyable. Ils veulent pas cesser tout le temps. Tout le monde est contre nous. Mais, vous savez, c'est comme ça. On suit ce que Sékou Touré disait. Quand les adversaires du peuple noir t'apprécient, ils t'aiment, c'est que tu es mauvais. Quand ils disent que tu es mauvais, c'est que tu es bon. Quand ils t'attaquent, c'est que tu es bon. Mais le jour où ils diront que je suis bon, c'est que je vous ai trahi. Ça, c'est ce que disait Sékou Touré. Et il a raison. Aucun peuple n'aime les Noirs. Tout le monde nous déteste. Et quand il faut se mettre sur le noir,
tout le monde se ligue contre nous. Maghrébins, Arabes, Coréens, Chinois, Blancs, Américains. Tout le monde va se mettre derrière les Noirs quand il faut faire du mal aux Noirs. Vraiment, ils sont capables d'être unanimes. Donc, personne ne nous a jamais aimés. Ça tombe bien, on n'attend pas l'amour de ces gens-là aussi. Donc, mais malheureusement, le problème, c'est aussi, n'est-ce pas, les aliénés qui sont utilisés par ces gens-là. Et Valentin, on est un excellent exemple parce que ce qu'il raconte là, c'est... s'il vous plaît, pas d'attaque personnelle. Non, c'est pas personnel. J'attaque ses propos. C'est ça. Donc, les propos qu'il a tenus là sont des propos graves. Mais ça ne m'étonne pas. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut avoir des preuves de ce en quoi on parle. C'est-à-dire que Valentin parle, ne présente pas de preuves. On lui demande de citer les sources. Il n'en cite aucune. Il cite un livre. Ce livre, nous l'avons partagé gratuitement en PDF dans notre groupe. On peut le sortir s'il nous donne la page, qu'il dit ce qu'il dit. Il n'a pas la page. Je suis convaincu qu'il n'en a pas. S'il en a, il n'a qu'à nous donner, on va le montrer. Il n'y en a pas. Donc, tout ce qu'il dit est faux. Alors, quand on vous dit que l'aliénation se trouve sous plusieurs domaines, c'est-à-dire que le combat qu'on a pour désaliéner, c'est peut-être le combat le plus difficile qui puisse exister. Là, c'est l'aliénation politique. En dehors de l'aliénation spirituelle que nous avons et autres, il y a l'aliénation politique aussi. C'est-à-dire que du france-africanisme, c'est pas bien. Donc, défendre un noir qui est en train de défendre le franc CFA, il dit que le franc CFA est une bonne monnaie et que voilà, la France n'empêche pas l'Afrique de se développer avec le franc CFA. Ça, c'est un noir qui dit ça. Un noir qui est dans un pays qui utilise le franc CFA en Afrique, un pays justement qui n'est pas développé. Mais un pays qui est encore pauvre, mais qui dit non, le franc CFA n'est pas du tout le problème. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il dit que non, la France, voilà, il faut qu'on arrête un peu avec ces histoires de panafricanisme. Il traite les panafricains de débiles. Il dit que voilà, c'est con d'être panafricain et autres. C'est ça qu'il raconte. Qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte, qu'on dise de ça? Est-ce qu'il faut qu'on réponde à ça aussi? Ça dénote d'un manque de culture. Je suis convaincu qu'il ne sait pas ce que c'est que le panafricanisme. Où est-ce que le panafricanisme a commencé? Quelles sont les grandes figures du panafricanisme? À moins d'aller faire un saut sur Google et puis revenir. Mais même en allant voir sur Google, on est capable de démontrer que c'est pas ça. On ne se documente pas en 2-3 clics. Il ne connaît pas d'où est-ce que ça vient ce mouvement. Qu'est-ce qu'il prône? Il n'a jamais lu Philosophie and Opinion de Marcus Garvey pour comprendre ce que c'est. Il ne sait pas qui est Kwame Nkrumah. Il ne sait pas qui est... Il connaît pas toutes ces personnes-là. Tous ces grands noms, il ne les connaît pas. Toutes les personnes qui ont fait le panafricanisme, il ne les connaît pas. Mais il va dire que le panafricanisme, c'est n'importe quoi. Il ne connaît pas les objectifs du panafricanisme. À quoi va servir le fait de construire un État fédéral plus tard? Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que dans la configuration actuelle de l'Afrique, avec des petits États séparés, l'Afrique est vouée à l'échec? Pourquoi les Américains avaient compris depuis longtemps que, en gardant des petits États, Alabama, Tennessee, blablabla, ces petits États-là différents, ça ne fonctionnerait pas. Ils ont compris qu'il fallait former un super État. Et aujourd'hui, regarde les États-Unis, qui ont une posture de domination. Lorsqu'il y avait l'URSS à l'époque, ils ont fait trembler le monde parce que c'était un énorme bloc. Pourquoi est-ce que quand on crée un énorme bloc, ça donne une puissance inégalée? Pourquoi est-ce que l'Afrique, tout le monde ne veut pas que ça forme l'énorme bloc? Parce que nous concentrons les 3/4 de la richesse du monde entier. Notre sous-sol est riche, le sol est riche, la population qui y vit est riche de tous les domaines. Parce que c'est les plus anciens, nous avons une culture qui est inégalée. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu racontes n'est soutenu par absolument rien. Mais ça, c'est la puissance de l'aliénation. C'est-à-dire que nous avons des gens qui rentrent à l'école, qui sortent de l'école comme ils sont rentrés. Ils savent lire et écrire, mais en fait, on ne leur a pas appris la conscience historique. Ils n'ont pas la conscience politique. Ils ne savent pas quel est leur but dans la vie. Ils n'ont pas de mission civilisationnelle. La mission de civilisation. La CEDEAO, qui est un instrument fabriqué, créé pour les Blancs, par les Blancs, c'est ça que tu es en train de défendre. L'AES, qui est quelque chose qui, n'est-ce pas, qui est une conséquence. Il critique les coups d'État, les putschs. Mais De Gaulle est arrivé par putsch, par coup d'État. Napoléon lui-même était arrivé par coup d'État. Pourtant, De Gaulle et Napoléon sont adulés par la France et autres. Beaucoup de gens sont arrivés par coup d'État.
Et aujourd'hui, ils ont développé. Kadhafi était arrivé par coup d'État, vous en parlez souvent. Il était arrivé par coup d'État. En fait, on peut te citer la plupart des gens. Thomas Sankara lui-même était arrivé par coup d'État. Tu penses que Thomas Sankara n'était pas bon pour le Burkina Faso? Mais la plupart des gens qui sont des grands révolutionnaires sont arrivés par coup d'État, justement. Donc, le moyen par lequel on arrive au pouvoir, ce n'est pas ça qui compte le plus. Et de toute façon, lorsqu'un pays est dominé par une puissance étrangère, à part le coup d'État, il n'y a pas d'autre moyen. Le coup d'État est le moyen le plus sûr pour reprendre le pouvoir. Tu ne vas pas reprendre le pouvoir par des élections, puisque les élections, on les fabrique, on les manipule. Il y a on appelle ça des coups d'État démocratiques, des coups d'État institutionnels, des coups d'État électoraux. On connaît cette façon de faire là. Donc si tu penses que la démocratie peut te permettre de reprendre le pouvoir lorsque le pouvoir est contrôlé financièrement, militairement, politiquement, tout est contrôlé, c'est ça que tu te trompes complètement. Même aux États-Unis, la démocratie ne marche pas. Ils ont dû falsifier les élections. On sait que Joe Biden n'est pas arrivé. S'il fallait, on sait qu'il y avait près de 50 millions non, 50 millions, je pense 50 millions. Non, pas 50 millions. Je sais plus, quelques millions, j'ai plus le chiffre en tête. On sait qu'il y a des millions d'Américains qui sont sortis des cimetières, qui sont partis voter pour Joe Biden. Après, ils sont repartis encore au cimetière. On le sait. À chaque fois, on le montre. Et les avocats de Donald Trump avaient montré ça. On avait des preuves comme ça. Vous nous parlez des élections à chaque fois. Même pour le cas de la France, il y avait des gens qui avaient des preuves qu'il y avait eu des malversations. Là où le gouvernement de Macron a failli dire non, on a eu quelques piratages, c'est la Russie qui nous a piraté. C'est faux, la Russie n'a rien piraté du tout. La démocratie ne marche pas. Ce sont parmi les États les plus corrompus du monde, ces États-là. Leur démocratie, c'est quoi? C'est des coups de centaines de millions qui sont versés par l'État profond, par des grands milliardaires. L'État américain est tenu par l'État profond, par des puissances financières. C'est ça. Qu'est-ce que tu viens nous raconter? Donc, un pays comme ça, 3 pays qui se sont ligués, et tu dis que non, c'est des putschistes, c'est des putschistes. Pourquoi est-ce que la France a adulé le coup d'État qu'il y a eu au Gabon? Ils ont reçu Brice Oligui Nguema. Je croyais qu'ils ne recevaient pas de putschistes. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron s'est déplacé au Tchad pour aller introniser Idriss Déby? Là, c'était bien. Donc, il y a des bons coups d'État. Pour le cas de la Guinée, avec Doumbouya, pourquoi est-ce que la France ne branche pas? Donc, ça veut dire qu'il y a des bons coups d'État quand c'est la France qui valide, mais le mauvais coup d'État, c'est quand ça vous entraîne vers une véritable indépendance. Et là, maintenant, la France fait une certaine mascarade qui consiste à enlever les armées africaines, l'armée française, et ils font passer ça pour une évolution. Mais on sait que c'est une mascarade aussi. La France elle-même a décidé de retirer ses troupes. Maintenant, elle fait passer ça pour une fausse révolution. Elle a dit au Sénégal et puis au Tchad, bon, écoutez, demandez-nous de retirer notre armée. On va faire comme si c'est vous qui l'avez fait pour que ça passe pour une fausse révolution. Mais c'est parce que, je crois 2 ans auparavant, une année, au début de cette année là où je pense, il y a 2 ans, la France avait doublé ou triplé le budget de la DGSE. Ils ont augmenté leur budget. Ça veut dire qu'ils sont maintenant prêts pour contrôler les États de loin. Ils vont faire comme l'Angleterre qui contrôle toujours plus ou moins certains États anglophones, mais sans avoir d'armée sur place. Ils sont passés à un autre niveau, à un niveau supérieur. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, Valentin. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Et je chute en disant que il faut éviter de faire de l'ultra-crépidarianisme. C'est un mot un peu pompeux, mais c'est pour dire que parler des sujets pour lesquels on a zéro maîtrise et on ne s'est même pas documenté un peu seulement devant. Tu as zéro maîtrise sur toutes ces questions-là. Mais tu veux parler parce qu'il faut parler. Et c'est l'un des grands problèmes que la jeunesse africaine a aujourd'hui. Ils parlent des choses dont ils n'ont pas de maîtrise, ils n'ont aucune conscience sur ça et ils se permettent d'attaquer le panafricanisme qui est une idée. Des gens qui ont écrit des livres sur ça. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour ça. Et tu viens attaquer une idée comme ça. Il faut avoir peur de dire certaines choses. Et il faut se cultiver. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de ça. Et pour la dame, le monsieur qui est monté tout à l'heure, monsieur Obosso, bon, moi je dis juste que quand on parle, quand on veut donner des informations, on veut quand même savoir depuis quelle posture la personne parle.
ça fait beaucoup d'incohérences quand même. Je suis militaire, après je suis plus militaire, je suis agent secret. Je suis nigérien, mais après je suis plus nigérien, je vis à l'étranger. Mais après je vis plus à l'étranger, je vis au Mali en fait en réalité. Je suis dans l'armée du Niger, mais en fait je suis plus dans l'armée. Je parle même pas Hausa. Bon, ça devient un peu compliqué. On est un homme à la fois, on est une femme. C'est juste une question de cohérence parce que les gens doivent nous prendre au sérieux. Les gens qui nous écoutent. Et parfois certains profils peut faire qu'on ne nous prenne pas au sérieux directement. Donc, c'était juste pour ça. On ne voulait pas attaquer la personne personnellement, mais on trouvait de l'incohérence dans les propos. On veut de la consistance. C'est une radio quand même. On veut de la consistance, de la cohérence. Et le principe même d'un agent secret, c'est de ne pas révéler qu'il est agent secret sur un live TikTok quand même. Ça, c'est quelle façon d'être un agent secret. Donc, voilà un peu la chose. Merci beaucoup, Maestro Medusa, pour ces informations. Madame Yenenga, vous patientez juste un petit instant parce qu'on va laisser la parole à Monsieur Valentin Levan, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et après lui, ça sera vous et ensuite. Pour moi, il faut que je le dise, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit clair. Monsieur Medusa, tu n'as pas le monopole de la connaissance, parce qu'en t'écoutant, j'ai été peut-être pas offusqué, mais simplement dans le plaisir de rire, parce que tu as ce désir-là de prouver aux gens que tu es le plus panafricain de tout le monde, mais malheureusement, tu hésites encore d'aller sur le terrain. Parce que pour moi, si tu veux vraiment me convaincre d'être dans la satisfaction de ton disciple panafricain, fais comme Kémy Séba au moins. On sait aujourd'hui qui est sur le terrain, qui essaye un peu de faire bonne humeur. Donc toi, tant que tu seras sur les réseaux sociaux, on est pareil. Moi, je crois que le panafricanisme n'est qu'aujourd'hui une idéologie. Sur le terrain, cette idéologie est dans une impuissance forte. Il faut que vous puissiez le reconnaître. Les Africains, pour la majorité, ne se reconnaissent pas comme des panafricains. Sinon, il ne devrait pas avoir même des guerres entre l'État africain. J'ai jamais adulé les dictateurs. Moi, ça n'a jamais traversé ma tête. Quelqu'un qui fait un coup d'État, pour moi, c'est un non-démocrate et c'est quelqu'un qui ne mérite même pas qu'on puisse lui faire des hurrahs. Moi, je suis même hébété que vous puissiez même faire des hurrahs des gens comme des Traoré qui n'ont rien changé. Parce que la majorité des Burkinabés que je connais, quand je parle avec eux, ils me disent que ce jeune est toujours là à ne savoir que vivre dans l'aspiration, de nous tenir des discours où il ne cesse que vouloir comme si il veut mettre une finition à l'impérialisme français, mais on voit rien de concret sur le terrain. Donc, moi, ce que j'aimerais simplement dire, la CEDEAO va vivre sans AES. Il y a monsieur, le nom Ewuoro, qui a posé une belle question, un bon questionnement. Mais pourquoi depuis longtemps qu'ils tiennent ce discours-là, les gens de AES, en disant que non, nous, on peut tourner le dos à la CEDEAO, ils se sont pas détachés du franc CFA. Mais c'est parce qu'ils savent que c'est une bonne monnaie. Je le répète encore, ce n'est pas le franc CFA qui empêche à ces États qui utilisent cette monnaie-là de se développer. Mais le Mali avant avait sa monnaie, non? Avant, le Mali avait la monnaie. Même la Guinée de Sékou Touré, ils avaient une monnaie. Ils ont connu aucune évolution sociétale. Ce n'est pas à cause de la France. À un moment donné, madame, comme ça va pas marcher. Madame vous m'avez pas coupé, madame. S'il vous plaît. Madame voilà, Aïcha, ne faites surtout pas ça. Vous aurez le temps de parole. S'il vous plaît. Donc, voilà. Allez-y, monsieur Valentin. À un moment donné, il faudrait que vous puissiez cesser avec ces paroles absurdes. Oui, faut que tu cesses avec ces paroles absurdes. Le mieux pour moi, c'est d'aller sur le terrain. Aujourd'hui, vous avez maintenant le doctorat de ne savoir que distiller sur les réseaux sociaux un panafricanisme qui n'est que du disciple. Mais tu le sais très bien, les Africains ne sont pas des panafricains. Pourquoi vous voulez mentir les gens? Ce peuple d'Afrique est même un peuple divisé depuis la colonisation. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse dire la vérité. Et il faut qu'on ose ne pas croire que si nos pays sont dans la reculade sociétale, c'est à cause des Français. C'est une fausseté. C'est à cause de nous-mêmes. Vous me citez Kadhafi, mais Kadhafi n'est pas un bon exemple. Kadhafi, c'est un truand. C'est quelqu'un qui a profité simplement de la richesse de son pays. Vous allez dire ici, il a construit un pays, mais il a laissé quel pays?
qui se bat aujourd'hui même à vouloir que dans ce pays-là, qu'il puisse avoir la paix. Ce n'est pas l'Union africaine qui est financée par les Français, par les Occidentaux? Tu n'as pas vu une délégation, notamment de l'Union africaine, dirigée par le président Denis Sassou Nguesso, aller en Libye là-bas pour simplement demander aux belligérants de cesser leur guerre qui va rien apporter à ce pays-là. Le président Denis Sassou Nguesso? Mais celui qui est le président de la délégation de l'Union africaine pour la pacification libyenne. Tu ne connais pas ça? Tu n'es pas informé? Est-ce que tu le soutiens? Tu n'es pas informé. Je te pose la question. Tu n'es pas informé? Que je puisse le soutenir, où est le problème? Alors, que je puisse le soutenir, où est le problème? Monsieur Valentin, que je puisse le soutenir, où est le problème? Monsieur Valentin, voilà. Que je puisse le soutenir, où est le problème? Où est le problème? Ce n'est pas là le débat. Vous rallongez son temps. Ce n'est pas là le débat. Il n'est pas revenu par un coup d'État. Tu déplaces le débat. Attendez, on coupe tout le monde. Vous êtes en train de rallonger son temps de parole. Lui, c'est ça. Monsieur Valentin, il vous reste 1 minute 30. Allez-y, continuez encore. Vous avez 1 minute 30 encore. Moi, j'ai le chrono avec moi. Monsieur Bosso, il a parlé si je ne l'ai pas coupé. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il vous reste 1 minute 30 et j'ai dit à monsieur au maestro de ne pas échanger avec vous pour éviter de vous... C'est comme ça que je l'appelle, monsieur. Vous allez aussi me demander de changer l'appellation que j'ai sur les... Oh, mais c'est incroyable. Non, mais il se croit être trop au-dessus des gens. Dès qu'on lui donne une contradiction, un tel n'est pas informé, alors, un tel n'est pas intelligent. Mais c'est quoi ça? Allez-y, je m'excuse pour lui. Allez-y. Voilà. Merci, monsieur. La problématique ici, il faudrait ne pas caresser dans le sens du poil ces gens qui font les coups d'État, surtout les gens de l'AES. Ils n'ont encore rien changé. Ils ne sont que dans les discours, monsieur Obosso. Je vous le dis, on reviendra encore ici sur ce panel-là après 2 ans. Vous allez être même dans la honte. On leur a donné 6 mois, mais avant même les 6 mois là, la CEDEAO peut s'en foutre d'eux. Quand j'entends même les gens disent non, c'est sans l'AES, la CEDEAO sera vide. Mais vous êtes ridicule. Si réellement sans la CEDEAO, l'AES devait être vide, mais pourquoi ils se sont pas détachés de la monnaie franc CFA? Parce qu'ils savent que cette monnaie est meilleure. On connaît beaucoup de pays, même la RDC, ils ont leur monnaie. Aujourd'hui, peut-être vous, Medusa n'est pas informé. En 2000, notamment 30, il y a déjà des pourparlers qui sont engagés. Il y a la RDC et le Rwanda qui veulent rejoindre le franc CFA. Et il y a même le Nigeria qui veut aussi rejoindre le franc CFA. Donc dans ces pays-là, les économistes là sont bêtes. Medusa, celui qui a l'intelligentsia mondiale de tout connaître. Le panafricanisme, je le répète encore, monsieur Obosso, ce n'est que du visible, ça n'existe pas. Et le panafricanisme est comparable sans doute même à l'esprit républicain. C'est-à-dire les Africains, quand tu les vois, ils ont d'abord une vraie problématique, monsieur Obosso. Les Africains, en réalité, dans la majorité, ils ne sont pas des républicains. Pourquoi? Parce que les républiques que nous avons sont des valeurs que les colons ont pu nous apporter, mais que nous, les colonisés, on n'a pas mieux assimilé. C'est là où se pose de la problématique. Le mal, ce n'est pas le colon. Le mal, c'est le colonisé qui n'a pas su mieux perpétuer le bien que le colon a notamment légué sur nos terres. Je ne dis pas que le colon est saint, mais il nous a laissé quand même un cadrage. Si nous parlons aujourd'hui dans nos pays une langue officielle comme le français, c'est le colon. Tu tournes une phrase, les minutes sont finies. Oui, bon, je suis rapidement. Si nous avons nos États aujourd'hui, que certains se disent, je suis béninois, je suis malien, burkinabé, mais ça cause notamment des colons. Donc, quelque part, pour moi, la AES, je le redis encore à tue-tête, c'est du foutage de gueule. Ces gens-là n'iront pas loin. Ils sont en train de distraire les gens. Monsieur, juste une question. Ils sont en train de tu as dit que c'est à cause des colons. Donc, pour toi, la colonisation a eu des côtés positifs. Hein? Oui, il y a eu des côtés positifs. Moi, je ne serais pas manipulé comme toi. Toi, tu es un manipulé. Et ça se voit visiblement. Va te battre au Mali là-bas. Si réellement tu es panafricain. Ils cherchent des gens là-bas. Pourquoi je ne vais pas te battre là-bas? Va te battre là-bas. La colonisation a eu des bonnes choses. Pourquoi merci vous beaucoup, monsieur. Toi, tu vis en France, non? Mais du ça, toi, tu vis en France. Il vit en France. Si réellement la France. Monsieur Valentin. Monsieur, vous avez parlé, on vous a laissé, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je dois parler 10 fois? Monsieur Valentin, on vous a écouté, merci beaucoup. Vous pouvez couper votre micro, on va laisser Madame Yenega réagir. Allez-y, Madame Yenega. Au top, bonjour à tous. Moi, je ne sais pas si je réponds à Babila ou pas, parce que le sujet est très important. Et Babila a réussi son coup. J'ai vérifié sur son profil, c'est marqué polémiste. Bon, t'as réussi ton coup. Tu viendras après. Babila ne passe pas en premier. Bon. La CEDEAO peut-elle survivre au choc de l'AES? Bien évidemment, non.
malgré ce qu'on a pu entendre de Babila et du reste. Et burkinabé, je sais que vous savez. Excusez-moi, Babila, c'est quoi? Je peux pas te traduire, Robosso, mais c'est gentil. D'accord. C'est gentil. gentil. C'est un peu. Parce que j'aurais pu dire Manier de Robiga, mais j'ai dit Babila. C'est un peu. Bon. C'est pour rester sur le sujet parce que je pense que son but est maintenant, à force d'avoir été habitué au live, à ceux qui cherchent. Je reconnais certaines méthodes et celle-ci en fait partie, c'est-à-dire nous sortir de nos gonds, nous faire entendre des choses. Et je veux pas, il passera après. C'est très choquant. Bon. L'AES, la CEDEAO ne pourra pas vivre sans l'AES, comme l'a dit Madame la Vérité. Comme l'a dit Madame Vérité, ils mourront de même. Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu des sanctions quand ils ont commencé à structurer justement leur union. Il y a eu des sanctions quand ils ont pris leur souveraineté. Et si ça ne dérangeait pas, comme Babila l'a dit, si ça ne posait aucun problème, eh bien la CEDEAO laisserait faire. Pourquoi tenir quelqu'un? J'ai fait une vidéo, je vais vous répéter ce que j'ai dit dedans, parce qu'à mon sens c'est la même métaphore. C'est comme si tu essaies de quitter un ex toxique, et puis cet ex il te dit non. T'as 6 mois pour reprendre ta décision. Je te lâcherai pas comme ça. Je suis toxique. On peut forcer une relation comme ça? Est-ce qu'on peut forcer? Donc on voit bien que au début il y avait cette forme de punition. Punir, réprimander, essayer de dissuader les autres pays qui oseraient emprunter ce même chemin et en faire des exemples. Ceux-ci ont été beaucoup plus forts parce que ce n'est que le début et je pense que personne n'est prêt par rapport à ce qui va se passer, et surtout Babila. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a eu des sanctions. Ensuite, l'AES s'est quand même faite. Aujourd'hui, ils ne font plus de sanctions, ils ne font plus de réprimandation, ils essaient de tirer la corde. À quel moment la CEDEAO a été bénéfique, bienveillante envers l'AES? Jamais. Et au moment où elle voit partir un de ses noyaux une de ses plus grandes forces, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, je vais être gentil, c'est-à-dire mordre et souffler en même temps. Je vais te laisser 6 mois pour te rétracter, alors que dès le début, et c'est pas l'envie qui leur en manque, de vouloir essayer de faire payer justement le prix, de les empêcher de prendre leur souveraineté. Par rapport à la monnaie que Babila a évoquée, pourquoi ils ne prennent pas le franc CFA? Bien évidemment parce que c'est pas aussi simple. Si ça serait aussi simple, de la même manière que ça serait aussi simple de sortir de la CEDEAO, ça saurait Babila, et tu le sais très bien, c'est pas aussi simple. Notre peuple, puisqu'on est tous liés de près ou de loin, pour avoir toute, j'ai bien dit toute ma famille, à part ma mère, toute ma famille au Burkina, on sait ce qui se passe sur le terrain. Il y a des gens qui meurent réellement pour reprendre leur souveraineté. Et puis on a des Babila qui vont venir nous dire « Mais le panafricanisme, c'est que derrière les réseaux. » Bon bref, je vais pas partir là-dedans. Donc au Bosso, moi déjà pour... rester concentré sur le plus important, l'AES, déjà c'est démographiquement, on parle du peuple, qui est le premier pouvoir d'un pays, le peuple du Niger, du Burkina et du Mali, avec une population jeune, je crois qu'en moyenne on est à 20 ans ou 22 ans, en plus de sa démographie, enfin le territoire, je sais pas si on dit géographie, mais le territoire qui est très vaste. Et en 3 pays prennent presque la moitié de tout le reste de l'Afrique subsaharienne. On a aussi les matières premières. Et Babila, la monnaie arrive, ça va chauffer. C'est que le début. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le Burkina Faso a sorti sa première production d'or pour bien évidemment faire sa monnaie. C'est juste une histoire de temps. Tout ne peut pas se faire tout de suite. Madame la Vérité l'a très bien dit. On ne peut pas en 2 ans demander à des pays de faire ce que en des siècles et des siècles d'autres civilisations ont essayé d'imposer et instaurer. Bon, alors ça j'en ai parlé. Et Wouro, je vais commencer par toi parce que c'est moins pire que Babila. La souveraineté monétaire, tu dis que les pays de l'AES n'ont pas de souveraineté monétaire. Mais c'est normal, on sort d'une plantation où certains, comme Babila, voudraient progresser. Et il faut bien se dire que c'est pas évident. Imaginez-vous, enfin non, je vais pas partir là-dedans, on perd du temps, mais quand vous dites ça, j'ai l'impression que vous omettez ou vous faites exprès de faire genre
tiens, mais pourquoi vous le faites pas? Mais c'est pas évident, c'est comme, tiens, tu prends le sport, mais pourquoi t'as pas déjà, t'arrives pas à soulever 200 kilos? Mais parce que pour soulever 200 kilos, faut que tu commences par 30, 60, 100, 150, et ainsi de suite. Et c'est pas possible comme ça. Tu disais, oui, vous dites, il y a un truc qui m'a choqué aussi, c'est d'entendre dire que la CEDEAO n'est pas liée au franc CFA. Alors que je vous le rappelle, qu'est-ce que ça veut dire la CEDEAO? Qu'est-ce que veut dire la CEDEAO si ce n'est communauté économique? On n'a pas dit communauté de peuple, idéologie, non. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bon, bah, c'est très clair. Alors oui, il y a l'UMEOA ils ont refait, bah, vous connaissez, Astérix, où on monte tous les étages. Ça, c'est très français, c'est très républicain. Il y a l'UMEOA et CSA, mais la CEDEAO, eux-mêmes se sont réunis ensemble pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait il y a pas si longtemps? Eh ben, ils ont changé le franc CFA pour l'appeler l'ECO. Et c'est bien la CEDEAO qui s'est réunie, tous les dirigeants qui se sont réunis pour se mettre d'accord ensemble et bien dire, tiens, on va peut-être changer comme ça, c'est peut-être des bouffons, pardon, c'est pas nous que j'insulte, mais je laisse prétendre que c'est ce qu'ils pensent à travers cette réunion en se disant, si on leur redonne un autre nom et qu'on les appelle ECO, ils auraient pu rappeler plus, ECO plus c'était pareil. ECO, peut-être que ça passera plus, peut-être que la coloscopie elle passera plus, pour rester très correct. Si on évite de dire franc CFA, ils vont oublier qu'ils sont sous monnaie coloniale et on l'appellera l'ECO. Ça, c'est la CEDEAO qui l'a fait. C'est personne d'autre. Sans les dirigeants de la CEDEAO qui signent ça, ça se fait pas. Et je vous le rappelle, le franc CFA, il est fabriqué où? En Chamalières, en France. Il y a 14 pays qui leur monnaie, on la fabrique en France. Vous savez combien ça coûte? Mais les Français, tous les jours, vous allez aller en Occident. On va dire à votre père, votre mère, votre frère, votre cousin qui est parti, de près ou de loin, ça nous concerne tous. Venez pas me dire je suis en Afrique, tu connais quelqu'un qui est parti. Bon. Quand il va arriver ici, on va lui dire quoi? Tiens, tu piques le boulot des Français. Moi, c'est ce qu'on chantait toute ma vie. Vous volez le boulot des Français. Mais quand vous voyez ce genre de choses, la chaumière, pour fabriquer la monnaie des 14 pays d'Afrique, c'est tellement rentable et colossal qu'ils ont besoin de changer, allez taper, vérifier ce que je vais vous dire. Ils ont besoin de changer leur infrastructure et pour le changement de l'infrastructure, la grossir, il y en a pour 100 millions. 100 millions. Juste pour l'infrastructure, on n'a même pas sur tous les emplois, tous les matériaux, toute cette société. Plus, je vous parle même pas du phénomène du franc CFA, la dévaluation de votre monnaie, c'est du monopoly. Moi, je suis désolée, je suis burkinabé, je suis sénégalaise, je suis togolais, on fait qu'un. Mais ma dignité, tu peux pas la prendre. Alors, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec l'ego. Ma tête, elle va pas grossir comme ça, j'ose espérer. Si elle grossit, reprenez-moi. Par contre, ma dignité, il y a personne qui y touche. Et venir donner à mon peuple des billets de Monopoly, ou venir à moi, j'en ai encore là, il est où le franc? Bah, je l'ai pas. Prenez les billets de franc CFA, mais jouer au Monopoly, c'est pareil. Tiens, je te dis que ça vaut tant. Déjà, l'argent, mondialement, à la base, c'est son fonctionnement, mais encore plus en Afrique. Citez-moi, non mais ceux à qui ça dérange pas, citez-moi un autre pays, à part les 14 pays de l'Afrique, à part la France, parce que c'est elle qui fabrique, citez-moi un autre pays sur cette planète qui fabrique la monnaie d'un autre pays. Je vous parle pas des machines, parce qu'il y a des pays qui sous-traitent pour les machines, mais je vous parle de la monnaie, de sa valeur, de sa d'évaluation ou non, de son rapport par rapport au moment où elle vaut tant ou ci ou ça. Qui régit ça? Quelle banque centrale régit ça? Et par quel lien elle est régie? Il y a que la France qui fait ça. Sur cette planète, ça n'existe pas. Si vous arrivez à me dire en commentaire ou après, j'irai moi-même faire mes recherches. Comment vous arrivez à vous dire, tiens, je suis le seul comme ça à qui on donne des billets de Monopoly. Mais ça vous dérange pas? Moi, ça me choque. Bon, je vais m'arrêter parce que j'ai pas envie de parler de Babila. J'ai pas du tout envie. Je m'arrête, je rebondirai. Il m'a un peu coupé. Je pense que vous le voyez, vous l'entendez. J'aurais aimé en dire un peu plus, mais je pensais pas entendre des horreurs pareilles telles que l'esclavage a été bénéfique. Ouais, j'ai rien à dire. Non, j'ai rien à dire, Babila. C'est tout. À part manier de Rebiga. Merci, Obosso. Courage, Madame Yenenga. Je comprends très bien. Notre expert dans le domaine du Sahel, justement, Monsieur Hensen est avec nous. Monsieur Hensen, comment allez-vous? Ouais, ça va. On est sorti de la maladie. Je sais que c'était pas très facile ces derniers temps. Ouais, effectivement, c'est une période assez particulière. Bon, je pense qu'il y a une recrudescence en tout ce qui est grippe et autres, donc
avec les petits à l'école et tout. Et, bon, la pression de la fin de l'année, bon. Mais ça va, ancestralement, on tient le bon bout et puis on est content d'être là, voilà. Parfait. Quand on vient dans un débat, je crois qu'il ne faut pas être faribolesque. Vous m'avez insulté d'une manière sans doute peut-être risible, mais je crois que quand on est intelligent, on ne se comporte pas de la sorte. Et si c'est comme ça que vous croyez que vous allez être, soi-disant, plus africain que nous autres qui avons au moins vécu en Afrique, vous vivez en France et vous ne voulez pas quitter la France, mais vous haïssez la France, je vous trouve simplement babiolesque. Moi, j'ai insulté personne. Je donne ici mes idées. Mes idées peuvent être contredites, mais je ne... C'est pas une insulte, hein. C'est pas une insulte. Mes idées peuvent être contredites, madame, mais je ne vous donne pas... Valentin, qu'est-ce que ça veut dire, Babila? Non, attends. Qu'est-ce que ça veut dire, Babila? Je ne vous donne pas l'occasion de m'insulter. Vous pouvez m'appeler par mon prénom, Valentin. Qu'est-ce que ça veut dire, Babila? C'est une insulte. Voilà, ça ne me dérange pas. Mais jouer à ce jeu-là en frontin... Dis-moi ce que ça veut dire, si c'est une insulte. Soi-disant, vous êtes panafricain. Je trouve cela quand même babiolesque. C'est triste, quoi. C'est triste. Dis à tout le monde ce que ça veut dire. Si c'est une insulte. Mais tu pouvais m'appeler par mon nom, puisque ce n'est pas mon patronyme. Tu peux m'appeler par Valentin. Ça donc, tu sais pas ce que ça veut dire. On va avancer, s'il vous plaît. Mais c'est vraiment triste, hein. Mais continuez. A priori, c'est pas une insulte, s'il vous plaît. Mais pas mon prénom, tu sais très bien, c'est pas mon prénom. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Mais je comprends entièrement tout ce qui a été dit. Monsieur Hansan, est-ce que vous pouvez nous éclaircir par rapport à cette situation au niveau de la CEDEAO et le risque d'écartement de l'AES, mais et surtout ce 65e congrès, hein, moi je comprends pas comment ça se fait que on prend autant de temps à sortir en fait des pays qui sont déjà sortis eux-mêmes et qui ont commencé déjà, ils sont déjà dans une dynamique de création d'autres, je sais pas, moi je comprends pas ce qui se passe actuellement. La CEDEAO veut quoi exactement, monsieur Hansan? Bah écoutez, c'est assez risible. Merci déjà de me prêter, en tout cas, de m'accorder la parole parmi toutes ces personnes aussi intéressantes les unes des autres. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les interventions de chacune. Alors, on est dans un contexte assez particulier et j'aimerais en fait franchement tout ce qui concerne la géopolitique, il faut l'analyser avec beaucoup de froideur et assez de passion. Sinon, on pourrait passer à côté de beaucoup de choses. La première des choses qu'il faut savoir, on ne juge pas en fait un État selon son style de gestion. On ne peut pas critiquer selon son mode de fonctionnement. C'est un dispositif assez américain, hein. C'est voilà, avec les grandes démocraties, les grandes phrases, les grandes tournures en ce qui concerne les donneurs de leçons, mais ça ne marchera pas. La preuve, je vous donne un exemple qui a été félicité par les États-Unis, les plus grandes démocraties du monde. Il y a 2 semaines, en fait, des terroristes ont pris le pouvoir à Damas. Voilà. Ouais. Donc, on peut dire que oui, les putschistes sont ici. Je préfère qu'un militaire qui est passé par une académie prenne le pouvoir qu'un salafiste et qu'un mec qui est sous hallucinogène prenne le pouvoir. Ouais. Je profite de l'occasion qu'ils vont peut-être rencontrer... C'est un petit peu le combat des pays de l'AES. Hein. Oui, je profite de l'occasion pour dire qu'ils vont rencontrer, M. Hansen, ils vont rencontrer sûrement une personne du gouvernement français. Hein. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. C'était juste une petite... Oui, on vous entend. Est-ce qu'on m'entend? Obosso, on vous entend très bien. Alors moi je vous entends. D'accord, ok. Parce que j'ai cru qu'il y avait coupure en fait. Non, donc, c'est juste que je parlais par-dessus et je disais que, d'accord, ok. Que justement ces terroristes vont rencontrer le pouvoir français. Ah, je crois qu'il y a des coupures par moment, ça bug un petit peu. Alors c'est peut-être chez moi alors. Parce que moi je vous entends bien, tout le monde vous entend bien. Je crois qu'au Bosso, il y a un problème au niveau de ta connexion. Bon, ok, je vais continuer pour ne pas perdre le fil. Alors, donc j'indiquais que c'est l'un des véritables combats et l'une des raisons de la création en fait de l'AES. Faut recontextualiser les choses dans l'histoire. Il faut comprendre que l'AES c'est l'alliance des États du Sahel. Et l'alliance des États du Sahel a eu pour but premier d'abord de pouvoir créer une sorte de synergie dans la zone des 3 frontières qui a été baptisée la zone du Liptako-Gourma, où vous avez les 3 pays qui se croisent en un seul endroit. Et c'est un espace en fait dans lequel en fait les terroristes opèrent aussi efficacement les uns que les autres. Et il n'y avait pas en fait malgré la présence de Barkhane, la présence
même la création du G5 Sahel, ils n'ont pas pu, en fait, pu combattre efficacement ce terrorisme-là. Il faut le rappeler parce que c'est vrai que l'amnésie nous pousse souvent à donner des grandes théories et des grandes phrases, mais il faut recontextualiser les choses, c'est très important. Alors, il faut comprendre que le terrorisme, en fait, dans ces pays-là, qui sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, avait pour but, à la longue aussi, de créer, d'accord, ce qu'on appelle des califats, c'est-à-dire essayer de bannir ce que Monsieur Valentin prônait avec tant d'intérêt, la République, et d'installer des califats. Il faut comprendre aussi que des sous-sections des mêmes personnes qui ont pris le pouvoir à Damas, d'accord, je veux parler de Ahmed Al-Shara, d'accord, qu'on a surnommé Al-Joulani. Al-Joulani était sous le couvert aussi, d'accord, de l'État islamique avant de créer son mouvement Al-Nusra. Donc ce sont des sections, ce sont des antennes qui ont bel et bien et qui existent bel et bien sur notre territoire. Et il faut comprendre la puissance et le but visé en fait de ces éléments-là, de ces groupes-là. Alors qu'est-ce qu'il en est? C'est-à-dire que les ministères de chaque pays souverain, n'ayant pas la capacité de pouvoir répliquer, ont appelé, d'accord, ce qu'on appelle les forces internationales. Il faut comprendre qu'au sein de la CEDEAO, c'est intéressant, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il y a aussi un volet militaire. On a eu des cas d'école qui ont été expérimentés au Libéria, d'accord. On a eu l'ECOMOG qui s'est déployé au Libéria. On a eu aussi, même lors du refus de rendre le pouvoir par Yahya Jammeh en Gambie, une sorte de task force précédée en fait par les forces sénégalaises pour dissuader le pouvoir gambien de conserver le pouvoir. Alors, est-ce que la CEDEAO, en tant que force véritable, a-t-elle opéré efficacement dans ces trois pays? Absolument pas. Jusqu'en 2021, c'est-à-dire que la CEDEAO mobilisait encore des milliards. Il y a eu une réunion au Ghana, la CEDEAO mobilisait des milliards pour créer une sorte de force conjointe pour battre efficacement le terrorisme. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas célébrer la CEDEAO et dire que, en fait, l'AES, se mordra les doigts. L'AES risque de échouer et autres. Parce qu'il faut comprendre que la prise de pouvoir de ces différents militaires, on va donner des années phares, c'est-à-dire des années phares, des années clés, 2021, 2022, 2023. Sur 3 années, on a eu des prises de pouvoir consécutives dans ces 3 pays-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en termes de lutte contre le terrorisme? Et ça, c'est super intéressant parce que après qu'on soit diamétralement opposé contre des militaires, parce qu'on est des pro-démocrates, on s'en sortira pas. Il faut regarder quels étaient les axes de progression de ces différentes forces-là dans ces pays. On va commencer par le Mali. Le Mali, on a eu par exemple le cas de Kidal, qui est un symbole fort, que l'on veuille ou pas. Personne n'osait entrer à Kidal. Personne, je dis bien, personne n'osait entrer à Kidal avec la présence des forces internationales. Quand je parle de forces internationales, c'est forces françaises, ce sont les forces suédoises, forces norvégiennes, et des éléments de détachement de l'Allemagne. Et toutes ces forces-là n'ont pas pu permettre aux FAMA, aux forces armées maliennes, de pouvoir reconquérir toute cette zone-là qui était Tessalite, Arlit, Kidal, en allant jusqu'à Tezawaten. Personne n'arrivait à le faire. C'est quand même hallucinant. Donc, messieurs, on peut prôner, la volonté, la grande démocratie, en fait, de ces différents pays-là, mais il faut regarder ce qu'il en était, en fait, sur le territoire malien. Et quand on parle, en fait, du non-déploiement de l'État, c'est-à-dire de la République dans ces zones, c'est des enfants qui ne sont pas scolarisés, d'accord? C'est des moyens de santé qui ne sont pas mis à disposition des populations comme monsieur doit. C'est l'insécurité totale, d'accord? Ça peut être l'orpaillage clandestin, ça peut être du trafic même humain, en fait, clandestin qui est pratiqué sous nos yeux, sous la présence de la CEDEAO, sous la présence aussi des organisations du continental, telles que l'Union africaine, et sous la supervision aussi également de l'Organisation des Nations Unies. Personne, d'accord? Personne ne levait la main, personne ne faisait l'effort qu'il fallait parce que il faut comprendre que le conflit malien dure depuis super longtemps. Alors, en ce qui concerne le Burkina Faso, c'est pareil. Et le Burkina Faso, c'est pire. Parce que le Burkina Faso, on avait un État qui était complètement failli. La moitié du territoire ne désemplissait pas, en fait, de terroristes, de plusieurs groupes terroristes qui opéraient de façon sauvage, de façon atroce, brûlaient des villages, avaient des déplacés, d'accord, créant des conflits intercommunautaires et autres. Et l'État était complètement affaibli. En même temps, l'État l'État ne vivait pas, en fait, d'accord, d'une acmé économique, d'une apogée économique, d'une ascension économique. Le Burkina Faso, et malheureusement, c'est un pays dont la plupart, en fait, des hommes politiques sont complètement pourris. La corruption, la gangrène, la corruption qui touche tous les secteurs, y compris au sein de l'armée. Et donc, c'était vraiment compliqué parce qu'au sein de l'armée, il y avait des taupes, il y avait des infiltrés. Et l'armée burkinabé ne reluisait pas de sa superbe, comme c'est le cas actuel.
Je vous invite j'ai eu pour symbole, en fait, qui m'a fait rire cette semaine, je pense que c'était dans la semaine dernière. La semaine dernière, je pense que c'était le mardi précisément, c'était la célébration, en fait, de la souveraineté du Burkina Faso. On a eu un message assez bref, en fait, du capitaine Ibrahim Traoré, dans un symbole, dans une ville symbole, en fait, du Burkina, qui est la ville de Djibo. Et la ville de Djibo, souvenez-vous, c'est cette ville-là qui était encerclée, en fait, par les terroristes, dont des militaires dans une quinzaine ont été complètement massacrés. Il y a eu un gros massacre à Djibo. Alors, tous ceux qui étaient contre l'AES en ce moment jubilaient et criaient tout le temps que voilà, Djibo a subi parce que voilà, l'amateurisme de ces gens-là. Et Ibrahim Traoré, pour répondre à ces détracteurs, dit qu'aujourd'hui, c'est une réalité sur le redéploiement de l'armée, sur le redéploiement, en fait, de l'État burkinabé dans les différentes zones qui étaient habitées dans le temps par ces terroristes-là. Il a donné un discours, d'accord, un discours patriotique, un discours assez fort, un discours prononcé au Burkinabé et aux populations de l'AES en ce qui concerne leurs ambitions, qui est de toucher tous les volets au-delà de l'aspect militaire. Et c'était très symbolique. En ce qui concerne le Niger, le Niger, tout le monde le sait très bien, le Niger, par la maestria du général Tiani, est en train de faire des exploits. Exploits déjà, d'accord, avec cette compagnie chinoise-là, qui est WAPCO, dernièrement avec... comment ça s'appelle, la société qui gérait, la société française qui gérait en fait qui gérait l'uranium Orano, avec Orano qui a voilà, qui a complètement perdu le marché. C'est-à-dire que l'État nigérien aujourd'hui s'est approprié en fait de la gestion en fait de l'uranium de façon souveraine. Moi j'ai une question par rapport à ça, Monsieur Nsane. Est-ce que l'État peut du jour au lendemain décider comme ça de manière unilatérale à récupérer ces matières premières? Il n'y a pas un contrat qui les lie, il n'y a pas quelque chose qui empêche justement cette expropriation? Il faut comprendre. Oui, parce que, pardon Nsane, mais il y a Morano qui a quand même eu le toupet de mettre en procès, justement, par rapport à ce que dit Obosso, de mettre en justice les pays concernés parce que ils les ont dégagés. Hein. Après, ils les mettent en justice devant quel tribunal? Un tribunal international? Faudra voir. Voilà, donc faudra voir. Mais il faut comprendre quelque chose, Obosso. Un pays, c'est ce que j'ai dit aux gens. C'est vrai qu'on apprécie. Moi, je peux commenter ce qui se passe au Congo, mais ce n'est qu'une appréciation. Les Congolais, normalement, décident de ce qu'ils veulent de leur pays. Il faut qu'on soit clair. Ce fut le cas, par exemple, en fait, en Australie, du moins en Australie, au Mali. Il y a un chef d'une grande mine d'or au Mali qui faisait tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il est poursuivi par le Mali. Mais le Mali a décidé qu'il dégage. Il a dégagé, tout simplement. Ce n'est pas la première fois. On a vu en Bolivie avec Evo Morales. Il a fait pareil avec des compagnies américaines. Est-ce que le ciel est tombé, en fait, sur la tête des gens? Il faut comprendre que la notion de souveraineté, en fait, elle se décide par la volonté ferme, en fait, des hommes d'État. Vous pensez qu'aux États-Unis, Donald Trump, quand il augmente les taxes, par exemple, les taxes chinoises à hauteur de plus de 50%, est-ce qu'il n'y avait pas des accords qui étaient déjà signés auparavant? Est-ce qu'il est parti, en fait, paraffer, en fait, ces accords encore à nouveau avec les Chinois avant de décider, en fait, d'augmenter les taxations, en fait, sur les importations, en fait, de véhicules? Voilà. Donc, les pays sont souverains. Après, ça dépend de celui. Il y a des personnes qui sont plutôt dans une démarche conciliante. Est-ce que Orano et le Niger n'ont pas eu des pourparlers avant que l'État nigérien décide de sévir véritablement? Il y a eu plusieurs discussions, il y a eu plusieurs tentatives d'approchement entre Orano et l'État nigérien. Si Orano fait à la sourde oreille et les reste en fait dans son logiciel, l'État nigérien, il est souverain, il sévira. Alors, pour rebondir sur ce que je suis en train de dire, en parlant de l'alliance, par la suite, on a migré sur ce qu'on appelle une confédération, cher monsieur. C'est très important parce que j'ai entendu des gens parler de la monnaie et j'avais un sourire dans le petit coin de la bouche. Alors, c'est quoi en fait? Je vous ai dit le premier combat, en fait, la première nécessité de l'AES, c'était une nécessité militaire. Parce qu'on oublie, l'AES est né dans, d'accord, un impératif militaire. Ensuite, après la création de l'Alliance, par le magistère, en fait, de M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, et je crois Mme Rwamba, à l'époque, qui était ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, parce que c'était les deux dès le départ. Il y a eu aussi la Guinée qui était conviée dans le temps. La Guinée a décidé de se retirer. Et ils ont décidé, en fait, de faire une synergie en ce qui concerne leur diplomatie, avoir une offensive diplomatique. À partir de cette offensive diplomatique, ils ont vu une efficacité qui était quand même retentissante avec leur objectif qui était assez multilatéraliste. C'est, voilà... c'est-à-dire qu'on ne dépend pas du bloc de l'Ouest, on va voir partout s'il le faut pour créer et avoir des partenaires. Par la suite, ils ont mis en place cette confédération. Je pense que la notion de confédération, en fait, n'est pas bien cernée par la plupart des personnes. Quand on parle de confédération, on ne part pas dans un État fédéral comme celui du Nigeria. C'est-à-dire un État fédéral central, d'accord,
et des États fédéraux en fait, qui vont gérer en toute autonomie leurs affaires. Donc la confédération, c'est-à-dire certains portefeuilles ministériels en fait fonctionnent dans l'idée d'une fédération. C'est très important. Dans la confédération, certains sujets sont liés entre les pays et d'autres sujets ne sont pas liés. Ça veut dire que le Mali est libre sur certains sujets d'avoir sa politique, le Burkina Faso et le Niger vice-versa. Mais certains éléments clés, par exemple la défense. Je vous ai parlé de la défense. Il y a des forces spéciales de l'AES, je vous annonce en exclusivité, j'en avais déjà parlé sur Bosso, je pense il y a quelques mois, quand il y avait une tentative de coup d'État. D'accord, tout est acté. Les forces spéciales de l'AES, là, je pense que dans quelques semaines, au plus tard un mois, voilà, vont sortir. Pour tous, en fait, les oiseaux de mauvais augure qui pensaient que c'était une utopie, je vous l'annonce. Il y a de très bons progrès, en fait, actuellement sur le terrain. Penchez-vous, en fait, sur les médias, en fait, des pays de l'AES pour voir, en fait, en mondovision les images de ces villes-là qui sont complètement, en fait, pacifiées. Ensuite, je viens sur un élément qui est très important parce que j'ai entendu quelqu'un parler du port. Le port du Togo. Alors, officiellement, en fait, le port qui traite et sous-traite avec les pays de l'AES, officiellement, est le Togo. Le Togo, actuellement, a le port le plus attractif de l'Afrique de l'Ouest. Messieurs, le Togo a le port le plus attractif d'Afrique de l'Ouest parce que le Togo reçoit tout autant en export et en import. Reçoit tout autant. Déjà, il était assez compétitif. On parlait à l'époque du port d'Abidjan, mais le port d'Abidjan a perdu un partenaire assez fiable en ce qui concerne ses importations, c'est-à-dire le Mali et le Burkina Faso. Donc, le port du Togo, le port de Lomé est celui-là qui est actuellement compétitif. Et quand on parle de compétitivité, on parle également d'aménagement de ce port-là en ce qui concerne des terminaux pour encore le moderniser davantage, au détriment de ceux qui sont dans une autre vision. Alors, et en ce qui concerne aussi, et je veux aussi parler du port, pourquoi? Parce que en fait, ils ont créé un système informatique, d'accord, portuaire liant les pays de l'AES, d'accord, à la douane togolaise. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a 2 mois et demi. Vous pouvez aller sur Internet vérifier parce que j'aime pas en fait donner des éléments sans source. Alors, je continue en ce qui concerne l'économie. Et ça, c'est très important parce que j'entendais des gens qui étaient super impatients de dire oui, mais bon, la monnaie. Déjà, il faut séparer les choses. C'est très important. C'est dommage que Monsieur Valentin, je pense qu'il est en pause, il est occupé, qu'il écoute très bien. La CEDEAO n'impose aucune monnaie. Il n'y a pas de monnaie de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une communauté économique des États. D'accord? Mais elle n'a pas de monnaie. Elle envisageait une monnaie avec le projet de l'ECO. Projet de l'ECO qui n'était pas initié par Paris, qui était plutôt initié par des pays par des pays anglophones. Je vais parler du Nigeria et du Ghana. C'est une initiative du Nigeria et du Ghana. Alors la France se l'a appropriée quand Alassane Ouattara a fait semblant d'aller à Lagos et de revenir l'annoncer. Papa, pour qu'on comprenne, permets-moi une question. Comment la France ne serait pas à l'initiative de ça si c'est elle qui sera dans l'obligation de la produire? Puisque là, le franc CFA, c'est la France qui l'a produit. Si on change juste le terme de cette monnaie, pour la production, ça concerne toujours la France ou non? Absolument pas. Absolument pas. Et c'est pour cela que le Nigeria n'a pas encore ratifié ce nouveau traité. L'ECO, en fait, l'ECO, c'est un projet, en fait, du Nigeria qui date déjà depuis fort longtemps, à peu près 30 ans. C'était déjà préparé depuis fort longtemps. C'est les pays anglophones qui ont eu cette initiative-là. D'accord? De l'ECO. Qu'est-ce qui s'est passé quand Emmanuel Macron est venu en Côte d'Ivoire célébrer son anniversaire? Il a essayé de court-circuiter le Nigeria. Alassane Ouattara a fait semblant d'aller au Nigeria, je ne sais pas ce qui s'est passé, et il est venu annoncer officiellement en présence de Macron, d'accord, la mise en place en fait de l'ECO et en donnant en fait certaines réformes sur la fermeture de certains comptes en fait africains qui étaient en France et autres. Mais c'était de l'esthétisme, c'était du maquillage. Vous n'avez plus entendu le Nigeria faire des déclarations officielles à partir de ce moment. Le Nigeria s'est complètement détaché. Pour preuve, le Nigeria, en fait, est parti se lier en tant que partenaire, en fait, des BRICS, en tant que pays partenaire des BRICS. Et pour être pays partenaire des BRICS, en fait, on n'a pas de monnaie communautaire dépendant d'une puissance telle que la France. Il faut avoir, en fait, sa propre banque centrale, déjà, dans un premier temps, pour être pays partenaire, et avoir, d'accord, aussi sa propre monnaie. Donc, le Nigeria ne va pas prendre, en fait, ce risque fou de revenir avec ce projet fallacieux qui a été complètement saboté par M. Ouattara. Mais il faut pas oublier que M. Ouattara a été un fonctionnaire de la BCEAO et il travaillait, en fait, sur les Champs-Élysées, hein. Donc, faites un peu de recherche et vous comprendrez. Donc, c'est très, très important. Je reviens sur le cas de l'AES, parce que je vais pas faire le procès des autres pays. L'AES, en fait, la dernière réunion qu'il y a eu à Niamey, je crois, c'était en juillet 2024, il y a quelques mois. Malheureusement, on ne suit pas les informations. Ils ont parlé maintenant de migration
économique, c'est-à-dire de volonté économique, de volonté d'ensemble dans cette confédération, ils ont mis un aspect économique. Qu'est-ce qui a été décidé? Les banques d'investissement. Et ça, c'est très important. Pourtant, je suis pas un brillant économiste, mais je fais quand même l'effort de faire quelques petites recherches. Les banques d'investissement, pourquoi? Parce que les habitants, d'accord, de l'AES doivent compétir dans un environnement qui sera féroce. Tout autant les pays de l'AES sont dans le multilatéralisme, ils savent, ils ont conscience qu'ils vont recevoir des partenaires turcs, des partenaires chinois, des partenaires iraniens, des partenaires, je sais pas, sud-coréens, nord-coréens ou des sud-américains. Mais est-ce que l'espace de l'AES sera seulement, d'accord, géré en termes d'industrie semi-lourde ou dans le privé par ces pays du multilatéralisme? Est-ce que l'AES aura que des ouvriers dans des compagnies, dans des multinationales étrangères? Absolument pas. Les banques d'investissement permettront en fait aux ressortissants de l'AES qui sont viables déjà dans certains domaines de pouvoir aussi investir et d'être sur le marché comme le Nigeria l'a fait. Oui, vous allez me dire, mais ça ne change en rien parce que on a toujours le franc CFA, messieurs. Avant toute chose, quand on parle de banque d'investissement, il faut naturellement aussi, d'accord, avoir une solidité dans quoi? Dans ses réserves. Quand on parle de réserves, on parle de devises étrangères, on parle de stock d'or. Si vous suivez en fait les réformes minières qui ont été faites au sein de l'AES depuis 2 ans, vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui se passe. Et pour projet, je vous invite à lire Monsieur Nakanabo, Aboubakar Nakanabo, qui est le ministre de l'économie du Burkina Faso, qui en parle dans un manifeste qu'il a rédigé, qui est très clair, qui est très cohérent sur la stratégie de l'AES. On ne court pas pour créer une monnaie dans la précipitation. Il faut mettre tout un mécanisme et une architecture. Le temps que ça prendra, ça sera le temps. Mais je vous rassure, je vous donne pas 2 ans, chers messieurs. On va ici célébrer la bonne nouvelle en présence d'Obosso avec moi j'aurai mon verre de vin de palme ou de dolo, d'accord? Et vous, peut-être vous aurez du champagne. Mais je vous dis, je vous annonce que ça va être concret et ça va se créer. La preuve, la semaine dernière, le Burkina Faso a mis en place une nouvelle mine d'extraction avec des déchets miniers, d'accord? Ils ont pu extraire en fait 45 kilos d'or qu'ils ont montré en lingots. Et donc, ils sont là actuellement dans la production aurifère et dans le stock. Avec le stock, on peut faire beaucoup de choses. Le jour où Bosso parlera de cela, je serai très, très, très ravi de venir apprendre à vos côtés. Donc, banque d'investissement, là, toute la macroéconomie de l'AES, c'est pour ça qu'ils ont dit net, bye bye à la CEDEAO, est en train de se mettre en place. Ils sont en train de regarder loin et je vous promets que la monnaie sera une réalité, ce n'est pas une utopie. Je vous dis qu'il y aura des banques centrales, il y aura une banque centrale de l'AES, ça sera une effectivité. Cette banque centrale sera créée et l'AES sera opérationnelle tout simplement. Alors, je vais pas parler aussi de tout ce qui concerne la technologie. Ils ont fait un bond parce que je vous rassure, le Nigeria possède déjà 8 satellites. L'AES en finition là déjà parce que je pense que le Niger en a 2 déjà. Le Mali aussi sur le projet. Monsieur Nsan, 2 satellites au Niger. Vous êtes sérieux? Le Nigeria. Ah, le Nigeria. Le Nigeria possède non, il parle du Nigeria. Le Nigeria possède 8 satellites. Le Niger, d'accord, est en acquisition de 2 satellites, monsieur Evuro. De 2 satellites, je dis pas 1, de 2 satellites. En acquisition, elles sont où? Elles sont où? En acquisition, en fabrication. Ah ben, ok. Donc, avec des partenaires russes, Roscoff. Donc, ils ne sont pas existants, on est d'accord. Non, mais monsieur, je dis, est en acquisition. Si, ils en possèdent un, je vais vous le dire. Mais je vous annonce parce que je suis le projet des prêts. Donc, je dis Roscoff, d'accord? Roscoff est en train de produire 2 satellites, d'accord? Un satellite pour les reconnaissances topologiques, géologiques et miniers et un autre pour les télécommunications. Le Mali aussi avec le même partenaire Roscoff, d'accord? Est en train aussi d'acquérir aussi son satellite. Donc, l'AES probablement en aura 4. Et c'est pas super cher, hein, parce que l'Angola l'a déjà. Mais je sais pas pourquoi nos pays francophones n'en possèdent pas véritablement. Alors, donc, ils sont en train de faire cela. Après, je vais pas tout citer parce que je vais pas monopoliser la parole, mais toutes ces informations qui ont été données, d'accord, vous pouvez aller les vérifier. Elles sont sourcées. Je vous invite à aller sur les médias tels que RTN pour le Niger ou RTM pour le Mali. RTB. Bon, si vous me dites certainement que ce sont des médias à propagande, vous pourrez aller taper des informations et vous aurez toutes les sources, les dépêches de presse, de la presse qui est contre l'AES et qui est pour l'AES. Et à vous de faire votre synthèse. Merci Obosso, ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous. Mais ne partez pas donc, monsieur Nsan. J'ai juste une question pour vous. Effectivement, je vous ai laissé espérer après l'intervention de madame Yenenga parce que j'ai espéré que vous abordez la question de l'UEMOA et de la CEDEAO et ce que vous avez très bien fait, mais je ne pense pas qu'elle ait relevé la pertinence de cela. Mais maintenant, la question que je veux vous poser, monsieur Nsan, Langue de Bois, répondez-moi honnêtement. Oui. Si vraiment on veut sortir du joug de la domination française, je vous pose la question, et de vous à moi, du joug de la domination française, entre l'UEMOA et la CEDEAO, lequel est plus nuisible pour nous?
Bah, c'est lui et moi, naturellement. Ok, merci, Ah non, non, merci, non. merci beaucoup. Attendez, parce que j'ai pas compris. Moi, j'ai cru que c'était que l'aspect monétaire. J'ai cru que c'était que l'aspect monétaire. C'est que l'aspect monétaire? Non, je parle de la globalité, de la Non, mais généralité. les deux vont de pair. Je vais vous dire pourquoi. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Si vous, parce que moi, je dis que c'était que l'aspect monétaire. Si vous voulez, l'aspect monétaire, c'est lui et moi, c'est clair. Non, mais parce que ce que vous ne dites pas, la France a un lien concret et direct avec l'aspect monétaire, alors qu'avec la CEDEAO, je vous donne un exemple. Oui, dites-moi. Je vous donne un exemple concret. Il y a une réunion, en fait, de la CEDEAO qui a eu lieu à New York. Ok. Il y a eu de cela, je pense, à peu près 1 an, où Monsieur Maïga, qui est l'actuel Premier ministre du Mali, parlait en fait du fameux dribbleur qui se driblait lui-même, en faisant allusion du chameau aussi, où il parlait de Ouattara. Cette réunion était convoquée pourquoi? Parce que la France avait une réunion avec l'Ukraine, écoutez très bien, avait une réunion avec l'Ukraine, et la France était en friction, d'accord, avec le Mali. Donc, il fallait que Paris fasse du lobbying en étant à New York, en présence d'Alassane Ouattara, en présence d'Embalo Sissoko. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là en haut, d'accord? Alors, je vous laisse écouter la vidéo et puis bon visionnage à vous. Merci. Si vous permettez, il y a lui et moi, comme j'ai dit, et je parle de la CEDEAO, là, c'est intéressant ce qui concerne la CEDEAO. Mais le Drian, il a dit, abusivement, nous sommes dans la CEDEAO. Mais c'est pas vrai. Mais monsieur, je vous promets que le Drian a fait ce lapsus qui est assez révélateur. Le Drian a fait ce lapsus qui est assez révélateur, qui sont de la CEDEAO. Quel pays, en dehors des pays, en dehors des pays noirs, quel est le pays qui vante souvent le mérite de la CEDEAO? C'est Paris. Monsieur Nsan, à partir de quel moment la CEDEAO a estimé qu'elle pouvait intervenir dans la politique intérieure de chaque pays membre? À partir de quel moment la CEDEAO a estimé pouvoir intervenir dans la politique de chaque pays membre, c'est ça? Oui. Mais à partir de quel moment? Écoutez, je vais vous dire, véritablement, à partir de la guerre du Libéria. Bon, à partir de la guerre du Libéria, mais dès sa constitution, c'était quoi le but premier de la CEDEAO? Moi, je vous dis clairement, parce qu'il y a deux versions. Vous avez la version de 75, après le conflit biafré, qui parle en fait de la libre circulation des hommes et des marchandises. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les répliques en fait de la CEK, d'accord, Communauté économique du charbon et de l'acier, qui est devenue ensuite CEE, Communauté économique européenne. Ce n'est pas le copie. Mais les tests de la CEDEAO, vous voulez que je vous dise vraiment, les tests de la CEDEAO, en fait, existaient même déjà avant 1960. Écoutez, en tout cas, lorsque ça a été j'ai encore le traité sous les yeux, monsieur Nsan. Il faut pas non plus dire ce que l'audience a envie d'entendre ou ce que les gens ont envie d'entendre. Vous avez les tests de quoi, de 75? Vous avez les tests de 75? De 75, il faut dire la vérité aux gens. Non, mais les tests de 75 disent quoi? Moi, je vous écoute, allez-y. Le but de la CEDEAO, comme vous l'avez dit, c'est la libre échange des personnes et des biens. Et ce qui a été largement atteint. C'est à partir de 2001. Et Bourreau, alors du coup, quand la CEDEAO sanctionne les pays de la Oui, c'est ce que Madame Yenenga, c'est ce que je suis en train de dire. C'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont excellés et ils ont cru avoir un certain pouvoir et ils ont commencé à faire du n'importe quoi. À partir de quel moment, s'il vous plaît? À partir de 2001, pour être plus précis. Parce que à ce moment-là, monsieur. Absolument. Non, ça a toujours été un. Les Comores datent de quand, monsieur Nsan? Et Bourreau, la guerre du Libéria date de 80, des années 80. Je vous pose la question, les Comores datent de quand? Mais je viens de vous dire que la guerre du Libéria a débuté au début des années 90. Donc, Ecomog était au Libéria. Donc, en fait, il faut pas qu'on discute dans le vide. Ecomog était au Libéria, oui ou non? Ecomog était au Libéria. C'est pas les Comores qui étaient au Libéria. Et vite fait, Nsan, vite fait, Evro, s'il te plaît, vite fait, Nsan, est-ce que tu arriverais à lui expliquer que les plans qui sont mis en place ont été déjà prévus depuis il y a 300 ans? Madame Yenenga, arrêtez. Et Evro, si tu attends une date, c'est les gens. si tu attends... Non, écoutez, moi j'arrête. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous. Et Obosso, le jour où tu voudras, parce qu'elle a évoqué quelque chose qui est très intéressant, moi j'ai des documents en ma possession, des documents qui sont authentifiés et sourcés. Je vous dis que la CEDEAO n'est pas une invention de 1975. Obosso,
vous êtes sur un média crédible où beaucoup de personnes vous suivent. Le jour où vous parlerez de cela, ce sera avec plaisir. Je vais vous présenter les documents officiels qui l'attestent. Et je vais vous dire qui était opposé à cette création-là. Il y avait Kwame Nkrumah qui était opposé. En 1963, d'accord, en 1963, à Accra, personnellement, des pays tels que la Côte d'Ivoire, des pays tels que le Bénin ont envoyé des personnes signer et acter cette figure. Ah non, monsieur Msan, ne dites pas n'importe quoi. Mais monsieur, je suis pas en train de dire n'importe quoi. C'est compliqué, c'est compliqué. J'ai dit le jour qu'il fera une émission là-dessus. Ok, je respecte votre point de vue sur 75. 75, vous m'avez posé la question, je vous ai répondu clairement, libre circulation des hommes et des marchandises, c'est pas vous qui me l'avez dit. Je vous ai dit, il y a deux versions. Il y a celle qui est officieuse et celle qui est officielle. Nous sommes sur un média crédible et sérieux. Le jour qu'il fera cela, c'est avec grand plaisir. Vous viendrez avec vos documents, moi je viendrai avec les miens. Je suis pas là pour avoir le monopole du savoir ou de la parole. Certainement, peut-être vous aurez raison, peut-être j'aurai raison. Mais ce qu'il sera bien, c'est qu'on s'entende et qu'on discute clairement sans forcément crier. Merci Obosso, moi je vais descendre, je vais laisser la parole aux autres. Et ce fut un plaisir de vous avoir écouté, je vous écoute ensuite. Merci. Si, Edson, c'est dommage qu'on n'ait pas pu le faire là, parce que ça concerne la CEDEAO, ça aurait été bien qu'ils comprennent et qu'on développe ce plan-là. C'est beaucoup plus antérieur que ce qu'on pense. Hein. Oui, petite émotion, j'ai une question, Madame Yenega, à poser à M. Valentin, parce que là, en fait, il nous a tous manqué de respect sur ces panels. Monsieur Valentin, si vous êtes là, j'ai une question pour vous. Je vous écoute. Oui, donc du jour, c'est toujours le cerveau, hein, donc vous n'avez pas répondu à ma question d'avant. Donc là, j'ai une question maintenant, parce que là, j'avais répondu, hein, j'avais donné les sources, hein. Tu as voulu écouter ce que Medjizat a dit, c'est ton choix. Je t'avais parlé des médias occidentaux et je t'ai parlé de TF1. Voilà. Oui, lui vous a donné un média propagandiste, là, San, là, vous n'avez pas fait de ça un brouhaha. Donc arrêtez. Mais monsieur Valentin, si on va pas dans votre sens. Alors attendez, essayez d'avoir une discussion limpide, hein, parce que c'est flou, vous parlez tous en même temps. Voilà. Ok. Donc du coup, monsieur Valentin, je pense que tout bat. Merci beaucoup, monsieur Hansen, pour votre parcours. Allez-y. Vous tous écouté sur ce panel là, vous avez dit comme quoi, comme ça s'appelle, la colonisation, en fait, comme ça s'appelle, ça a été positif aussi. Exact. Oui, donc la question que moi je vais te poser là. Admettez que moi là, je viens chez toi, je prends ta maman là, je la vais, mais quel bienfait elle va en tirer après le viol? C'est la question. Bon, monsieur le cerveau, je crois bien que lorsqu'on dit il y a le positif, il y a aussi le négatif. Toi, tu te focalises qu'à voir le négatif, c'est ton choix. Mais moi, je crois que... Mais laisse-moi développer, monsieur. Alors, attendez, il faut le laisser aussi répondre, hein, monsieur le cerveau. Vous ne pouvez pas lui poser la question et dès qu'il commence, vous l'empêchez. Je remercie la femme qui est descendue pour me laisser sa place. Parce que c'est une grande femme. Magnifique. Bravo. Quelle dame? Madame Yenenga? Et pourquoi elle est partie? Oh, mais c'est pas possible. Il y a Madame Aïcha qui est avec nous aussi. Il faudrait qu'elle réagisse rapidement. Je redescends. Au Bosso, j'ai pas encore parlé depuis là. D'accord, Monsieur Thibault aussi. Mais Madame, elle est avant vous, Madame Aïcha. Juste la dernière question de Monsieur le cerveau. Monsieur Valentin, vous réagissez et ensuite après on donnera à Madame Aïcha de réagir. Merci. Moi, ce que j'aimerais dire à Monsieur le cerveau. Monsieur le cerveau, il faudrait que vous puissiez cesser d'être dans le fanatisme de ce panafricanisme que vous êtes en train de prôner. C'est votre choix. Mais quand je parle que la colonisation a eu un bon côté, le bon côté, tu le sais, il faut pas faire semblant. Si aujourd'hui tu es intellectuel, parce que dans nos cités, on n'avait pas notamment une école. L'école telle que c'est conçu aujourd'hui d'une manière moderne, ça n'existait pas dans nos sociétés. On vient des sociétés orales. Aujourd'hui, si tu sais écrire, si tu parles même en français, qui est une langue importée, c'est une bonne chose parce que ça te permet de visiter pas mal de tes pays que tu veux donner l'étiquette d'être des pays panafricains. Si tu parles avec l'Ivoirien facilement, sans que tu parles facilement avec l'Ivoirien, tant que tu sais très bien que vous n'êtes pas de la même tribu, c'est déjà une bonne chose. La langue véhiculaire. Donc, voilà. Véhiculaire. Voilà, la langue véhiculaire. Pas la langue vernaculaire. Je vous écoute, monsieur. Donc voilà. Donc moi, je ne dis pas que la colonisation n'a eu que des bons côtés. Ce n'est pas ça mon discours. Moi, je vous dis ici, la colonisation a eu des bonnes choses comme cela
aussi a eu des mauvaises choses. Monsieur, je suis pas d'accord avec vous. Voilà. Mais non, toi, tu me parles d'une femme qui a été violée. Mais dans nos sociétés, les viols n'ont pas commencé à l'avènement des colons. C'est peut-être parce que vous ne vous documentez pas. Monsieur. Avant les colons, mais monsieur, c'est quoi c'est quoi cette dictocratie-là qu'on partage pas vos points de vue, on vous agace? C'est quoi cette dictocratie? Attendez, rebonjour. Rebonjour, s'il vous plaît, coupez tous vos micros. On va s'écouter parler. On va s'écouter parler et chacun va respecter la parole de l'autre. Ça, c'est la première des choses. On va éviter de crier parce que c'est désagréable, non seulement pour ceux qui sont sur le panel, mais également pour ceux qui sont en bas. Je vous remercie. Monsieur, je suis d'accord. Et Karl je le magnifique. Karl. 15 minutes, je vais m'astreindre à répondre aux imbécilités parce que... Coupez votre micro. Monsieur Karl. Ah, mais qu'est-ce qu'il est... C'est pas possible. Comment voulez-vous qu'on puisse avancer? Oui, mais vous voulez qu'on fasse quoi, monsieur? C'est pas parce que vous êtes énervé. Il m'a emmerdé. Ah, bon, je vous coupe. Je vous coupe la parole. C'est pas possible. Un peu de civisme, monsieur. Il y a une dame qui est arrivée avant vous, qui est là depuis très très longtemps et qui ne prononce aucun mot. Vous pensez qu'elle est peut-être pas énervée? Oui, elle est énervée, mais elle garde le calme. Donc, gardez ce calme. En plus, vous avez un modérateur qui arrive, et le modérateur... Ah non, je vous coupe encore, monsieur, je vais vous faire descendre si vous continuez à reprendre la parole. Vraiment, c'est horrible ce que vous êtes en train de faire. Allez-y, monsieur Maka. Merci. Donc, une fois que Obosso a dit ça, moi, je viens sur le panel, je ne vais pas tolérer vos écarts de conduite. Si vous n'êtes pas capable d'assurer et d'asseoir un débat correctement, comme des adultes, je suis navré, vous allez descendre. Donc, on va reprendre. Et j'espère qu'on sera tous à la hauteur, parce qu'il y a quand même 560 personnes qui vous écoutent. Donc, je vous prie, messieurs, d'être à la hauteur. Donc, quand je suis arrivé, je crois que c'est monsieur Valentin qui parlait. Oui. Ok. Je vous repasse la parole. Monsieur Valentin. Obosso? Oui, vous faites mal à l'oreille. Hein. J'ai pas le droit de réagir, mais... Non, mais... C'est la démocratie, non? C'est la démocratie, non? Oui, mais c'est pour ça que je ne réponds pas. Je vous jure que ça fait très très mal. Hein. Ça fait très 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 mal. Mais bon, je vous laisse. Allez-y. Excusez-moi, je rentre pas. Non, mais Obosso, je ne le dis pas pour froisser qui que ce soit. Chacun de nous a ses opinions. Chacun de nous a son regard du monde. Donc, monsieur le cerveau, il faudrait aujourd'hui que vous puissiez être dans l'adhésion de ne plus nier que la colonisation, au-delà de son mauvais côté, a été aussi une bonne chose. Surtout pour nous, les Africains. Pourquoi je le dis, monsieur le cerveau? Aujourd'hui, je parle bien de l'école moderne, c'est à cause des Occidentaux, disons les Français, parce que nous, on a été colonisés par les Français. C'est à cause des Français. Si on a eu la santé qui te permet aujourd'hui de pouvoir notamment mieux te soigner dans ton pays, c'est à cause des Français. Si on a eu aujourd'hui même les télécommunications dans nos cités, c'est à cause des Français. C'est-à-dire, la colonisation nous avait laissé notamment des bases que les colonisés n'ont pas su perpétuer. Moi, quand j'entends les colonisés, vous donnez l'impression comme si les Blancs sont venus juste en Afrique détruire, violer, comme tu es en train de dire, ou vous tabasser. Non. Au-delà du mal, les Blancs ont laissé quand même un cadrage de vécu que nous-mêmes, les colonisés, on n'a pas pu perpétuer dans la plupart des pays. Vous le savez très bien. Donc, à un moment donné, il faut que ce discours de la victimisation coloniale puisse cesser. La colonisation a eu, bien sûr, une côté de négation, mais ça a aussi un côté de négation, ça veut dire, mais ça a aussi eu une bonne partie des choses que aujourd'hui tes grands-parents ont héritées. Si tu as des routes, ce sont les colons qui ont eu à construire certaines routes dans nos pays, des bâtiments, l'école, la santé. Il y a beaucoup de choses de bien que les colons ont pu réaliser dans notre pays, mais malheureusement, tu le sais très bien, les colonisés n'ont pas su perpétuer cela. Permettez-moi de vous interrompre. Donc, je vais donner mon opinion en tant que
Vous n'avez pas le droit, monsieur Maka. Non, je vais juste te poser une question. Monsieur Maka, vous êtes modérateur, vous n'avez pas le droit, s'il vous plaît, partagez la parole et laissez-leur débattre, s'il vous plaît. Je sais que c'est très dur ce que je suis en train de vous demander de faire. C'est extrêmement pénible, je sais, mais s'il vous plaît, résistez. Parce que, excusez-moi, Bosso. Allez-y, chutez alors. Il y a suffisamment de gens sur le panel. Oui, je vais chuter en disant tout rapidement. Je vais chuter pour réagir, pour finir, hein, pour vous allez réagir. Parce que le cerveau, il ne faut pas troquer l'histoire. Il ne faut pas être ignare devant l'histoire. Les Arabes ont fait pire que les Occidentaux en Afrique. Le cerveau, si tu connais réellement bien l'histoire de l'Afrique, tu te rendras compte que ce que vous reprochez aux Français, ça n'a rien à voir avec ce que les Arabes ont fait. Les Arabes ont chassé les Bantous de l'Afrique qu'ils occupent là. Tunisie, Algérie, Égypte. Vous avez été chassés et réduits même en esclavage. Et vous le savez, même dans l'islam, jusqu'aujourd'hui, l'esclavage est toujours prôné vis-à-vis du noir. Donc c'est pour vous dire qu'à un moment donné, il ne faut pas que vous puissiez faire le 2 poids 2 mesures. Les Occidentaux ont eu même ce sursaut que je peux sans doute dire humain, de comprendre qu'il est temps qu'on puisse leur donner de l'indépendance. C'est eux-mêmes qui ont fait la traçabilité, notamment de nos terres. Quand vous parlez des républiques, la pensée républicaine n'émane pas de vos ancêtres. Vos ancêtres étaient notamment dans la royauté. Moi, je viens par exemple d'un pays où il y avait la royauté Congo. Il n'y avait pas un pays qu'on appelait la République du Congo. Donc même ton pays que tu appelles le Mali, ton pays que tu appelles le Burkina Faso, qui hier était Haute-Volta, le pays que tu appelles la République guinéenne, ce sont des pensées républicaines des Occidentaux. Donc, à un moment donné, si nous voulons parler du mal colonial, il faut indexer les Arabes. Les Arabes ont fait pire. Ils se sont appropriés des terres des Africains, ils se sont imposés et ils continuent toujours, même dans ces pays où ils se sont imposés, à réduire le noir à être simplement un moindre. Et ça se passe notamment dans la République mauritanienne, où il y a des gens qui sont des Mauritaniens, mais qui ont la peau noire, qui continuent à être exclus de la société. Parce qu'il y a des Arabes qui se sont imposés dans cette République. Les Arabes ont fait pire que les Occidentaux. Donc quand vous parlez du mal colonial, je crois il faut pointer du doigt les Arabes. Au moins, les Occidentaux ont eu dans leur cœur de la bonté. Ils nous ont laissé des choses qu'on n'a pas su, nous-mêmes en tant que colonisés, à mieux pérenniser. Donc, c'est ce que je tenais simplement à apporter comme clarté en te disant, il y a eu le bien, il y a eu aussi le mal. Je ne refute pas le mal. Mais par rapport à ce que les Arabes ont réalisé envers les Noirs, c'est gravissime. On a du chemin, franchement, on a du chemin en Afrique, hein. Attendez, s'il vous plaît. C'était à moi, monsieur Maka. En fait, c'est moi qui ai posé la question à monsieur Valentin Maka. D'accord, ok. Voilà, donc normalement, c'était à moi la parole, en fait. Ouais, ok. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, en fait, moi spécialement, monsieur Valentin, moi, je veux vous dire quelque chose qui est... Bon, voilà. Moi, comme ça s'appelle, les pays africains avaient déjà leur société bien même avant le colon. Ça veut dire que vu que le monde chaque millénaire, le monde évolue, je pense que même sans les colons, le continent africain aurait pu s'adapter à l'évolution, comme ça s'appelle, du monde sans la colonisation. Exemple, si comme ça s'appelle, si le monde de maintenant, il faut avoir son écriture pour pouvoir communiquer avec les gens internationalement. Vu que la société africaine aussi évoluait, on aurait pu créer notre propre écriture et évoluer avec le monde. Mais les problèmes, l'Occident, quand ils sont venus nous coloniser, ils nous ont empêché tout cela. En fait, ils nous ont volé notre avenir. Et par contre, en fait, à la place de notre avenir, ils nous ont implanté leur vision du monde. Donc, du coup, maintenant, on est comme ça s'appelle, voilà, en fait, on a une partie de notre histoire qui a été volée jusqu'à aujourd'hui, là. Tant qu'on va continuer comme ça s'appelle, à parler le français comme on le fait, à enseigner tous les enfants en Afrique, la langue française, l'écriture française, tout ça là, pour moi, c'est comme s'ils ont, c'est comme en fait l'avenir qu'ils nous ont volé. Et dès qu'ils sont venus nous coloniser, et peu importe que les Arabes ou les Blancs, c'est tous les mêmes choses. Voilà, ils sont tous pareils pour moi. Voilà, il y a rien de bon dans ça. Ils nous ont volé une partie de notre histoire jusqu'à aujourd'hui là. Parce que grâce à eux, on n'a pas pu inventer notre propre écriture
et comme ça s'appelle créer une société vraiment qui correspond vraiment et à comme ça s'appelle à la culture africaine si nous avait laissé et comme ça s'appelle continuer dans notre évolution. Voilà, donc du coup moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous, il n'y a rien de bon. Mais excuse-moi, je veux rebondir rapidement, monsieur le cerveau. Il y avait quel avenir avec tes royautés là? Où tout se faisait avec... Monsieur Valentin, ce n'est pas un ping-pong, pensez aux autres. Non. Ce n'est pas possible. Oui, merci. Mais je voulais juste rebondir rapidement. Non, il n'y avait pas d'avenir. Monsieur Valentin, coupez votre micro, s'il vous plaît. On va laisser à madame Aïcha, s'il vous plaît, de réagir. Et je ne suis pas d'accord que vous fassiez des ping-pong. Il faut permettre le respect et donner la possibilité à tout le monde de réagir. S'il vous plaît. Monsieur le cerveau, c'est bon, c'est fini. Madame Aïcha, allez-y, c'est à vous. Bonjour tout le monde, je vous ai suivi depuis longtemps, donc moi je viens ici pour parler de la CEDEAO. Elle est née, je n'étais pas née, donc je connais pas beaucoup, mais j'ai été lire et prendre des informations. Selon ce que j'ai lu, la CEDEAO a été fondée en 1975. Donc, si je prends la Guinée particulièrement, parce que je viens de là, je remercie les anciens dirigeants. C'est pas juste le président Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, c'est les gens de l'indépendance. Quand je prends Deli Diallo, Teli, puis Bari Diawadou et ainsi de suite, eux, ils ont collaboré à garder notre monnaie guinéenne. Donc, je remercie ça. Moi, je dis un pays, pour qu'un pays se développe, il devient libre et autonome, ça prend sa monnaie, ça prend sa langue, ça prend sa religion à elle. Si on voit les autres pays, en Occident en général, parce que je vis ici, et tout le monde a sa propre monnaie. Quand je prends l'Amérique du Nord, chacun a sa propre monnaie. Les États-Unis, ils ont le dollar américain. Le Canada, ils ont le dollar canadien. Et l'Europe, ils ont l'euro. Et puis, ainsi de suite, quoi. Donc, ces pays-là sont développés. Pourquoi ces pays-là, ils sont en avance? Nous, on ne fait qu'être en retard. Regardez, j'ai suivi vos discussions. Chacun se dispute, on se donne des postes, ainsi de suite. Non! Ça prend l'unité africaine. Ça prend nous tous ensemble. Ça prend cette révolution, cette jeune génération révolutionnaire pour qu'on puisse aller en avant. Laissons tomber nos différences. Laissons tomber nos religions. Laissons tomber d'où nous venons. Disons Afrique tout court. Disons les Africains tout court. Moi, que ce soit la CEDEAO. La CEDEAO, écoutez, ce n'est qu'une invention, moi je dirais, de l'Occident, là, de la France en particulier. Là. Parce que pour venir voter, faire des droits de veto aux Nations Unies, la CEDEAO n'a presque pas un mot à dire. On les dit, c'est comme les enfants de la France, l'État français, moi je dirais. Ils vont venir en Afrique, on les dit, faites ça et puis sanctionnez ceci, et blablabla. Ils n'ont même pas leur autonomie. Comment la CEDEAO peut décider? Si je prends la Guinée, quand il y avait eu au niveau de la constitution guinéenne, quand la population a dit non au 3e mandat, le président était là. Depuis combien de temps? Alpha Condé, c'est quelqu'un qui avait vécu en Occident, qui a fait toute sa jeunesse en France. Donc quand on l'a dit non, il ne faut pas briser la constitution, la CEDEAO était là. Ils l'ont laissé. Pourquoi la CEDEAO n'avait pas interagi en ce temps pour que le catastrophe là où on est rendu encore en Guinée en arrière, c'est là encore. Écoutez, l'AEC, c'est un début. Faisons la confédération de l'Afrique tout court, comme aux États-Unis. Les 52 pays, les 52 États des États-Unis. Ça a pris une révolution. Et les gens respectent cela. Pourquoi pas en Afrique? Vous savez pourquoi je pense qu'ils ne veulent pas que l'Afrique se développe? Parce que les miniers, toute la ressource minière de l'Occident viennent de l'Afrique. Si je prends la Guinée, mon pays fait partie l'un des premiers pays producteurs de bauxite, la terre rouge là. Elle est partout dans nos ménages en Occident. Moi, je dis, si ils avaient laissé les anciens dirigeants au niveau de l'indépendance, avant l'indépendance, on produit en Guinée la bauxite, on la transforme là-bas. La Guinée serait l'un des premiers pays aujourd'hui dans le monde, je pense. Donc, si on prend le Congo, la même chose. Regardez le catastrophique géologique du Congo. Un pays aussi riche en ressources minières. Qui dirige là-bas? C'est les États-Unis. C'est la France, ainsi de suite. Donc, la CEDEAO n'a aucun mot. La CEDEAO suit ce que la France dit. Si je viens au niveau économique, au niveau de la monnaie là, la monnaie là, CFA là, ce n'est que le franc français. Ce n'est fabriqué qu'en France. Donc, c'est une monnaie colonisée par les Français. C'est une continuité de colonisation. Si je prends le français que je parle là, c'est pas ma langue. J'ai été colonisé de cette langue. Je suis obligé de la parler. Parce que c'est les colons qui sont venus me coloniser. Ça n'en finit même pas. Donc, au moins la Guinée, je remercie ces anciens combattants de l'indépendance,
On garde notre monnaie. Ils ont tout fait pour détruire le Sili. Ils n'ont pas pu. Après, on a fini avec le Sili, on est venu avec le franc guinéen. Je remercie la Guinée pour ça et les anciens dirigeants pour ça, pour garder au moins la monnaie. Nous, on est au moins autonome à cette monnaie-là. Quand un pays n'est pas autonome au niveau monétaire, au niveau langage, c'est que ça veut dire qu'il continue la colonisation d'une autre façon. Donc ça prend d'abord l'autonomie comment ça s'appelle, l'autonomie financière, l'autonomie économique qui est financière, l'autonomie politique et l'autonomie au niveau de tout ce qui est social, ainsi de suite quoi. Mais ces pays-là, on les brise, on ne veut pas qu'ils se relèvent. Ils essaient de les relever, on les tape. On impose nos présidents. C'est pas nous qui élisons, c'est pas la population qui élit les présidents. C'est dirigé, encastré par l'État français. Ce n'est même pas les Français, c'est l'État français. Depuis le temps de De Gaulle, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas connu le temps de De Gaulle, mais après, j'ai connu le temps de Macron. Macron, quand ça chauffe, il s'en va, il chauffe les présidents africains, et puis il vient, il s'installe. C'est pour ça qu'il y a la merde, excusez-moi, présentement à l'État français. Ça ne va pas du tout. Parce que certains jeunes africains sont en train de se réveiller. Donc, moi, je dis non aux francs CFA. Je dis non à ces langues-là, mais on n'a pas le choix, on a été colonisé par ces langues-là. Donc, on n'est même pas autonome. Quand on parle de l'autonomie, ça nous manque d'abord. Donc, soyons d'abord, essayons d'être unis. Comme disait Thomas Sankara, unis nous vaincrons. Mais si on n'est pas unis, on ne peut pas vaincre. L'ennemi, là, c'est les Occidentaux. C'est eux qui viennent nous mélanger. Ils prennent un président à leur guise, qui vient diriger ces populations. Donc, le président qui est là, il n'est pas pour le peuple. Il est là pour l'intérêt de la France et les Occidentaux et son intérêt personnel. Quand ça ne va pas, on le descend, on met un autre. Mais c'est ça. Regardez la Guinée. Jusqu'à présent, on essaie, ça ne marche pas. On dit on nous tire par la queue, quoi. On avance, on recule. On avance, on recule. Depuis que la Guinée est Guinée, depuis qu'on a eu l'indépendance, 65 ans d'indépendance, mais en fait, c'est 65 ans d'esclavagisme, on n'est pas indépendant. Si la bauxite, la population de Bokeh, si je prends, elle ne bénéficie pas de cela. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Bokeh, là où viennent, un peu partout, il y a la terre rouge en Guinée, mais on ne bénéficie pas ça, pas la population. C'est une petite minorité qui est au gouvernement qui le bénéficie, à guise de la France. Même le port, ça ne nous appartient pas. Ils disent que c'est pour Bollery. Même l'aéroport, ils disent que ça ne nous appartient pas. Mais en fait, on est colonisé encore d'une autre forme. Donc la CEDEAO n'est que de la France. Enlevons la CEDEAO, remplaçons-la, parce qu'elle n'a pas un mot à dire. Quand une organisation, elle est là, elle n'est pas financièrement autonome, elle n'a pas de mot à dire. Donc elle va venir s'imposer comment? Il faut que d'abord elle soit autosuffisante, elle soit riche au niveau économique, et ainsi de suite. Là, si elle dit A, c'est A, regardez l'ONU. L'ONU, quand l'ONU dit à un pays, c'est A, c'est A. Mais chez nous, la CEDEAO, blablabla. Ça va en Guinée et puis on les emmerde, ils quittent là-bas, ils vont ailleurs, quoi. Moi, je dis, c'est que les Assimi Goïta essaient de le faire. Ils essaient d'aller chercher leur autonomie. Regardez le jeune Traoré Ibrahim. Regardez ce qui se passe au Burkina présentement. Ainsi de suite. Mais la Guinée, nous, ça ne bouge pas là. Les gens disent que ça bouge. Moi, s'il n'y a pas l'électricité, l'eau dans un pays, il n'y a pas la santé n'est pas développée, l'éducation n'est pas développée, je vais me dire, et l'agriculture, je vais me dire, ce pays-là est dépendant encore. Cherchons notre autonomie, cherchons à nous unir pour qu'on avance. Désolé si je vous prise la parole. Merci, merci Madame Aïcha. Monsieur Maka, moi je dois vous laisser 2 heures. Allez, je vous laisse passer une excellente soirée. J'ai vraiment une urgence là, je peux pas faire autrement. On a des enregistrements juste après. Et donc je vous laisse. Allez, je vous laisse continuer en tout cas. Et si jamais ça coupe derrière, vous inquiétez pas, il y aura la sauvegarde et vous pourrez toujours regarder online. À tout à l'heure. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir joué le jeu. Petite musique hein, quand même, histoire de dire qu'on était là. J'adore cette musique. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Hein. Attention, pour ceux qui sont sur YouTube, on va couper YouTube et Facebook. On va laisser que TikTok. Parce que malheureusement, moi, je ne peux plus être là derrière les machines. Là, j'ai une urgence vraiment qui m'oblige, moi, à me déplacer. Et qui fait que Monsieur Maka, Monsieur Pertini et tous les modérateurs vont suivre derrière moi. Alors, YouTube, TikTok,
je pense que vous avez la totalité, hein, plus ou moins, des informations concernant cette thématique. Mais on continuera encore dans la politique parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'était un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. Prenez soin de vous. Gros bisous à tous. Monsieur Maka, je vous laisse avec le panel et plein de bonnes choses et je vous suis à distance, ne vous inquiétez pas. Allez, ciao, ciao. Merci. Merci, Vincent. Ok. Bon, on va poursuivre. Monsieur Éternel. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Aïcha. Oui. Elle est descendue, c'est pas grave. Allez-y, allez-y. Voilà, merci de m'avoir donné la parole. Je vais essayer de donner mon point de vue sur le sujet. Donc, la CEDEAO peut-elle survivre au choc de l'AES? Donc, sortie de l'AES, la CEDEAO s'est réunie à Abuja, mais échoue à trouver un consensus. Voilà. Déjà, est-ce que le fait que l'AES quitte la CEDEAO mourra absolument pas? Parce que ces trois pays ne reprennent même pas 20% de la CEDEAO. Et je défie quiconque de monter et me donner la documentation qui prouve le contraire de ce que je dis. Maintenant, revenons sur la CEDEAO. En tant qu'entité, la CEDEAO n'est pas parfaite. Elle a fait énormément de conneries. Elle a beaucoup de failles. De la même manière qu'elle a des failles, la CEDEAO a des acquis. Quelles sont les failles de la CEDEAO? Dans les années 75, des pays africains ont jugé nécessaire de mettre une organisation sous-régionale pour permettre au pays de ne plus dépendre des importations. Ça veut dire quoi? Au-delà que la CEDEAO ne soit plus un marché de consommation, mais que la CEDEAO soit un marché de production, de transformation, de distribution. Donc créer toute cette chaîne de valeur là-dessus. Ensuite, mais malheureusement, quand on revient 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit? La CEDEAO n'est ni un marché de production, elle n'est ni un marché de transformation, mais elle est purement un marché de consommation. Quand tu pars regarder tous les 15 pays de la CEDEAO, ils ont tous une réalité commune. Ils ont tous une balance commerciale qui est déficitaire, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Guinée, que ce soit la Gambie, que ce soit le Ghana, que ce soit le Nigeria et compagnie. Tous ces pays dépendent de leurs importations. Donc la CEDEAO a échoué dans ce sens-là, et aussi même dans l'intégration sous-régionale. Mais les acquis sont pourtant très très intéressants. Et si on s'appuie sur les acquis de la CEDEAO, on pourra faire de la CEDEAO un grand pôle en Afrique. Maintenant, je reviens sur les acquis. Grâce à la CEDEAO, l'Ivoirien quitte la Côte d'Ivoire, part au Sénégal, au-delà même de jouir de cette fameuse libre circulation, mais la CEDEAO lui permet d'ouvrir là-bas une entreprise et de participer pleinement à l'activité économique sénégalaise. De la même manière que les Guinéens quittent la Guinée, pour aller en Côte d'Ivoire, la CEDEAO lui le permet. Ça veut dire quoi? La CEDEAO permet la vulgarisation des sociétés nationales vers un marché plus vaste. Je prends le cas du Sénégal. Au lieu que moi, l'Éternel, qui a une société industrielle, de me renfermer sur un marché de 18 millions, avec un potentiel de 100 000 consommateurs, la CEDEAO me permet d'aller vers le marché de 400 millions d'habitants, qui me permettra de me vulgariser. Maintenant, voilà là où on doit travailler pour réformer un peu la CEDEAO. Maintenant, on revient sur l'AES. Qu'est-ce qui a poussé l'AES déjà à quitter, à se départir de la CEDEAO? Ils le disent. Peut-être c'est ce fameux 2 poids 2 mesures, et là je suis d'accord. Parce que où était la CEDEAO lorsque Macky Sall massacrait des jeunes Sénégalais? Où était la CEDEAO lorsque, en Guinée, la sœur l'a si bien dit, on tripatouait et même en Côte d'Ivoire. Il y a un tripatouage de constitution. Bref, la CEDEAO se tait. Mais lorsqu'il s'agit des pays qui prennent, leur souveraineté entre guillemets, la CEDEAO s'indigne. Mais ce sont les textes de la CEDEAO. Les textes de la CEDEAO sont clairs depuis 1945. Et ça a été même ratifié dans les années 90. Ils ont dit, les coups d'État sont interdits. Et là, tous les pays contractants ont signé, oui, nous sommes d'accord que les coups d'État sont interdits au sein de cette communauté. Parce que les coups d'État ont beaucoup de conséquences économiques. Il y aura une instabilité économique, un dérèglement des marchés financiers, notamment du marché de l'UEMOA. Et même la conséquence, c'est que le Mali voulait 25 milliards, il n'a eu que 8 milliards. Parce que les investisseurs n'ont pas confiance, justement parce qu'il y a une instabilité économique. 2, le tripatouage de la Constitution. 3, tripatouage aussi de la démocratie, entre guillemets, parce que ça reste... Monsieur l'Éternel. Oui. Est-ce que vous permettez que je vous pose juste une question? Je peux terminer, hein, si tu me permets. C'est en corrélation avec ce que vous êtes en train de dire. Hein. Alors, quand vous dites en fait que lors de la création de la CEDEAO, on interdit formellement les coups d'État, qui est l'instigateur de la création de la CEDEAO? Vous dites? Qui était l'instigateur de la création de la CEDEAO? C'est pas qui était, mais qui étaient. C'est pas une seule personne qui a créé la CEDEAO. C'est plusieurs. Le Mali en fait partie. Attends, ce qui est, même en grand,
j'allume ma caméra parce que j'aime pas parler comme ça en monologue. Même en grand secrétaire. Super. Si vous avez de la documentation, c'est encore mieux. Allez-y, les modos, basculez, monsieur en grand, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous êtes un grand monsieur. Voilà. Donc, je vais déjà vous donner la source de ce document. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon? Vous m'entendez, monsieur Maka? Le son est bon, oui, tout à fait. Voilà. Donc, je vous donne la documentation de ce livre. Ça s'appelle La République privée du Sénégal, qui a été écrit par l'éminent professeur Cheikh Oumar Diagne. Voilà. Cheikh Oumar Diagne, l'éminent professeur qui l'a écrit. Et c'est un livre qui est très, très intéressant. Et je pense que je le conseille aussi à lui qui disait que la colonisation a fait de bonnes choses. Il pourra comprendre dans ce livre que l'Afrique avait un bel modèle économique. L'Afrique, voilà, monsieur Valentin, je vous conseille ce livre-là. Vous allez comprendre que l'Afrique avait un bel modèle économique. Les royaumes étaient très, très bien faits. L'Afrique avait commercé entre eux et nous étions le centre même de l'économie internationale. Donc, je vous conseille vivement ce livre. Prochainement, ça vous empêcher de venir raconter des inepties. Bref, on revient ici, monsieur Maka. Je voulais te faire part de ça. Ensuite, je viens vers ta question. Parce qu'on parlait ici de la CEDEAO et de l'UEMOA. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Et je voulais même que la sœur qui était là, Yenenga reste là, j'allais lui expliquer qu'avoir sa propre monnaie ne veut absolument rien dire. La Guinée a sa propre monnaie. Le Mali a quitté le franc CFA en 62. Dans 2 ans, Modibo Keïta a créé le franc CFA. Donc ça ne veut absolument rien dire. On peut même créer une monnaie en une année si on le veut, même en quelques mois. Parce que Modibo Keïta l'a fait en 62. Mais 22 ans plus tard, le Mali est revenu dans le franc CFA. Ils ont abandonné le franc malien. Bref, je lis ici. Il dit... Là, je viens sur cette page-là, donc c'est la page, la page 107. Je vais lire, hein. Excusez-moi, le livre date, donc c'est un peu tripatouillé. Il nous dit quoi? Après le référendum de 1958, les nouvelles républiques n'ont pas entré le vieux débat entre les fédéralistes et les confédéralistes pour limiter les effets pervers de la balkanisation. Ça veut dire quoi? Après le référendum de 58, beaucoup de pays voulaient aller en fédération et d'autres voulaient aller en créer ce qu'on appelle une conseil de l'entente. Là, vous allez le voir, le Sénégal avec la Haute-Volta qui est le Burkina Faso, le Dahomey qui est le Bénin et le Soudan français qui est le Mali voulaient créer une fédération. Mais malheureusement, la Haute-Volta et le Dahomey vont quitter pour aller créer avec Félix Houphouët-Boigny le conseil de l'entente. Et la fédération du Mali se fera à 2. Bref, on continue. Il nous dit encore quoi? Des regroupements se sont opérés dans le précaré. C'est la fédération du Mali qui verra le jour le 17 janvier 1959, regroupant le Sénégal, le Soudan français, la Haute-Volta et le Dahomey, qui n'avaient pas honoré leur engagement d'adhésion. Le Conseil de l'Entente est formé le 30 mai 1959, regroupant la Côte d'Ivoire, le Dahomey, la Haute-Volta, et enfin, l'Union des républiques d'Afrique centrale verra le jour à son tour, à la date du 12 juillet 1959, qui va regrouper le Tchad, la Centrafrique, le Congo. Le Gabon en faisait partie parce que le Gabon avait fait défection. Ces fausses unions sont à la base des organisations régionales d'Afrique de l'Ouest et centrale. Il dit, il est extraordinaire de voir ces pays qui faisaient défection dans le cadre de la création d'une fédération, partager une union monétaire, une union monétaire parce que l'objectif c'était de créer une monnaie. Ensuite, piloter depuis l'Élysée, car n'oublions pas que les affaires communes de l'article 78 mettaient l'accent sur l'organisation pour l'intérêt de la métropole des questions socio-économiques et monétaires. Nous sommes en présence de républiques sous-dépendantes et soft administration, possible grâce à la pugnacité de l'État colonial. Ici, vous allez voir que nous avons signé des traités. Nous étions indépendants, mais nous avons signé des traités qui nous ont mis dans la merde. Maintenant, si je vous dis c'est la France qui nous empêche, mais c'est nous qui avons signé les traités. Quand le 12 juin 1959, 5 grandes décisions sont prises par le président de la communauté, formant la charte de base des républiques néocoloniales en gestation. Des mesures d'une importance capitale sont prises avec leur entrée en vigueur, de savoir la création d'un nouveau franc, ensuite la transformation de l'Institut d'émission de l'AOF et du Togo en Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui est la BCAO. Ensuite, du protocole franco-guinéen qui est là, on nous parle que la Guinée a créé sa propre, bref, du protocole franco-guinéen, la France l'a permis de créer le franc guinéen. Nous allons revenir pour voir que ce Touré n'est pas au moins 1 euro que l'on prétend. Bref, il dit ces 5 décisions qui riment jusqu'à présent, les relations franco-africaines sont, voici les 5 décisions que je parlais tantôt. La première décision, c'est relative au régime de change et du commerce extérieur. Donc, nous avons signé avec la France que nous voulons que la France gère notre régime d'échange, à savoir adosser le franc CFA au franc français maintenant qui est l'euro à partir de 2000,
et que la France gère notre commerce extérieur, à savoir nos réserves d'échange qui permettent d'importer autant pour moi, donc nos revenus d'exportation qui va nous permettre d'importer. Ensuite, la deuxième décision, c'est quoi? La décision relative à la politique économique commune. Troisième, décision relative à la répartition et à l'exécution des programmes de développement. Quatrième qui est là, et je termine avec le cinquième, la décision relative à la politique financière commune. Décision relative à la monnaie, qui est le fameux franc CFA. C'est bien entre la formalisation de la dépendance indépendante par les forces républiques Afrique noire, l'indépendance dépendante par le parachèvement des États coloniaux envisagés pour servir la France, que l'on saisit des réformes unilatérales et des présidents de la communauté. Ici, je termine par là, vite fait, parce que c'est très très important ce livre, parce que je ne vais pas faire du monologue sans pour autant avoir des sources. La convention d'union douanière entre les futurs signataires de l'UEMOA qui est là, l'UEMOA, qui a fait qu'on a signé le 9 juin 1959, entre dans cette dynamique de rendre pérenne l'exploitation économique dans l'ensemble des précarés par des entreprises françaises établies depuis des décennies. L'Union douanière de l'Afrique de l'Ouest, qui est UDAO, rassemblait le Sénégal, le Dahomey qui est le Burkina Faso, non, excusez-moi, qui est le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta qui est le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie. Je répète, l'UEMOA, le 9 juin 1959, entre dans cette dynamique de rendre pérenne l'exploitation économique dans l'ensemble du précaré par des entreprises françaises. Établie depuis des décennies, l'Union douanière de l'Afrique de l'Ouest, qui était l'UDAO à l'époque, rassemblait le Sénégal, le Dahomey, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, le Mali, le Niger et la Mauritanie. Elle est axée sur 3 principes. Voici ces 3 principes. Nul droit ni taxe s'est appliqué aux échanges commerciaux entre États membres, d'abord. Donc, vous m'entendez, M. Maka, je réponds en même temps à votre question. Il dit, c'est 3 principes. Très bien. Voilà, donc vous avez vu les pays qui en faisaient partie. Donc, je vous ai déjà répondu parce que je voulais vous répondre avec de la documentation. Il nous dit quoi? Voici ces 3 principes. Nul droit ni taxe n'est appliqué aux échanges commerciaux entre États membres. C'est ce que la CEDEAO fait, parce qu'on l'a déjà signé ici, depuis 1959. Ensuite, les droits, et ensuite on nous dit quoi? Premier, ouais, nul droit, machin. Bref. Deuxième, aux échanges commerciaux entre États membres, les droits de taxes applicables aux échanges de l'Union avec l'extérieur sont fixés d'un commun accord. Mise en place d'une commission paritaire chargée de répartir entre membres les droits de taxes perçus par les échanges commerciaux globaux. Les modalités de l'aide ont perçu sur les échanges commerciaux globaux. Les modalités de l'aide ont rapidement vu le jour sur les ruines de FIDES à travers le fonds d'aide de coopération qui est à la FAC et ses missions d'aide chargées d'assurer le lien entre la France et les républiques bananières de l'Afrique de l'Ouest qui doivent être sous perfusion pour coller au plan l'exploitation de la vision gaulliste. Voilà un peu les conventions que nous avons signées. Et ce sont ces mêmes conventions qui reviendront plus tard être les bases même de la CEDEAO. Donc, je vais couper ma caméra, ensuite continuer mon allocution. Donc, ce que je voulais parler... Essayez de chuter et après on reviendra vers vous, hein, vous inquiétez pas. C'est juste histoire de faire tourner la parole. Voilà, merci beaucoup. Je préférais vous répondre juste. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous à vous.